Postmortem versus Gauthier. Trainspotting. Ready? Tout le monde, bonsoir et bienvenue. Merci mes parents sans qui je serais pas là ce soir. Non, pardon. Non, c'est vrai. C'est sur les Oscars. Mais c'est bonsoir et c'est un nouveau numéro du podcast. Le numéro, on sait pas trop. On sait plus trop, on a perdu le fil. Voilà. Mais vous le saurez sur la vidéo. Et oui, car il y aura la petite vignette faite avec amour. Ce soir, nous avons un invité, nous avons Gauthier avec nous. Bonsoir. Bah merci beaucoup de m'inviter, hein, vraiment les gars, pour regarder ce film qui est si légendaire. Écoutez, oui. Surtout pour toi. Surtout pour toi. Surtout pour moi, ouais. L'homme en France qui a vu Trainspotting plus de 100 fois. Plus même de 200 fois, je voilà. Allez, vas-y, répasse ça. Franchement, réfléchissez au film que vous avez le plus vu dans votre vie. Divisé par 10. Et vous... Voilà, tu te rends compte qu'il y a un petit bout de chemin à Du faire. coup, vous avez compris que le film qu'on allait voir ce soir, c'était Trainspotting. Oui, mais ça, ils l'auront vu sur Et du la coup, surtout, je vais énormément parler, je m'en excuse d'avance, on va essayer de balayer tous les sujets. C'est un commentaire audio, c'est le principe. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il y aura donc des choses intéressantes et pédagogiques, nettement moins de blagues nulles de nous. Probablement. Et On en fera deux, trois. nous aussi, Essayez on quand sera même d'en faire, tranquillou parce dans que le je vous attends canapé. au tournant, quoi. Voilà, N'ayez oui, pas peur, on en fera. Voilà. Que les habitués soient rassurés. Non, quand même. Voilà. Bon, on va lancer le Trainspotting, film. réalisé par Steven Spielberg en 1988. L'histoire d'un jeune Jean Anglais Reno. qui débarque avec Sur un chien qui drague une chaîne. Il y a une scène avec les spaghettis à un moment qui est absolument On croise Jacques incroyable. Villeray qui est déguisé en Ouais. extraterrestre et du coup ils font des trucs, enfin c'est génial. Ah non, pas la soupe. Je déteste la soupe aux choux. Mais on en reparlera une autre fois. tais-toi. On pourra le faire une autre fois, la Ce soupe que aux je choux. propose, c'est qu'on Donc, lance le film. alors, attendez, moi, parce que comme spoiler, comme le générique du film est quand même assez mortel, je veux dire, Gauthier, qui es-tu, que fais-tu, comment Juste rapidement, explique-nous pourquoi Trainspotting, le pourquoi du comment en fait. Alors très vite fait, moi je suis journaliste chez Allociné, j'ai fait des études de cinéma et je me suis toujours intéressé depuis que j'ai 15 ans à ce film Trainspotting qui m'a vraiment marqué la première fois que je l'ai vu et j'ai ressenti immédiatement le besoin de le revoir quasiment quotidiennement. Au fait, c'est un film qui, on le sait aujourd'hui, a marqué la génération qu'on représente fièrement là. Les trentenaires. Voilà, exactement. Quand le film est sorti, c'était extrêmement fort. On avait l'impression, enfin moi je me suis dit en voyant le film, j'ai l'impression que ce film est en train de parler à ma place, au fait, que j'ai plus besoin de prendre la parole pour m'exprimer. Ce film le fait pour moi. Et depuis, à chaque fois que j'ai eu un questionnement dans ma vie ou quelque chose qui me troublait, je revoyais ce film et en général, le film arrivait à y répondre. C'est aussi un livre à la base, qui était un best-seller et qui a été adapté dans un format de 1h30. C'est un best-seller de 500 pages. Hein. Donc c'est très très dense, il y a 1000 histoires là-dedans. Avec Fantomette. Un livre de qui à la base? Pardon ? Un livre de qui? Un livre d'un écrivain qui s'appelle Irvine Welsh. Irvine Welsh qui est devenu depuis, enfin c'était son premier livre, c'est devenu un écrivain ultra méga célèbre en Écosse et qui à chaque fois qu'il fait un livre fait pas moins de 500 voire 600 pages. C'est pour ça qu'il y a à ce point de matériaux dans le livre Trainspotting pour pouvoir en faire un film, voire 2, voire 3. Il écrit gros en même temps, c'est pour ça. Non, il écrit tout petit. C'est ça qui est un cauchemar en plus. Et il écrit vraiment tout petit. Sur du papier de mauvaise qualité en plus. J'ai même pas mis des images dans le livre. Il a fallu faire des films quoi. Pour vous prévenir, donc dans le livre, il y a à peu près 25-30 personnages qu'on suit tous les uns et les autres. John Hodge, qui est le scénariste de Trainspotting, a réduit le film à seulement 5 ou 6 personnages principaux. Donc ce qui arrive à Ewan McGregor ou Robert Carlyle ou les autres, parfois c'est ce qui arrive à 3 voire 4 personnages différents. Voilà. Okay. D'accord. Du fait qu'on a l'impression que c'était des grosses vies de merde. En fait, c'était 3 vies de merde qui ont été condensées en une vie de merde. Exactement. Et puis il y a eu plein évidemment d'histoires qui ont été foutues de côté. Ouais. Cool. Et ben, on y va? Parce que voilà, introduction, putain. C'est parti. Wow. C'est la meilleure introduction qu'on ait eue pour le moment. C'est impressionnant. Donc là, tu vois le choix du logo Universal. Alors le choix du logo Universal, c'est parce qu'il me semble que Universal Video a racheté Polygram qui distribuait le film avant. Donc, anecdote quand même. Voilà. Vous allez voir, juste après, il y a un logo qui est beaucoup plus humain. Attends, méfie-toi, parce qu'on est sur une version DVD, on a découvert la jaquette en revoyant ce DVD. Voilà, Channel 4 Films qui finance les films sociaux britanniques. C'est la loterie d'ailleurs souvent qui... Alors, tout de suite, là, on part sur une fuite en avant qui va être le motif du film, au fait, parce que l'intégralité de Trainspotting est une fuite en avant de 5 jeunes héros, des vingtenaires, dans les années 80-90.
Et il fuit en avant pour échapper à la société de consommation qu'on leur promet et qui va vampiriser leur vie, évidemment. Est-ce que c'est pas Quelle année la sortie du film, pardon, pour... 96, la sortie du film. Là, on vient de voir le plan iconique d'Ewan McGregor qui se penche sur le capot de la voiture, qui est un plan absolument iconique du film. Et déjà, là, on peut se rendre compte de comment va fonctionner le montage du film. C'est-à-dire qu'il y a de la voix off, il y a des allers-retours entre plusieurs situations, il y a de la pop culture, il y a du foot, il y a des jeunes gens qui courent dans la rue, il y a des jeunes mecs avec des t-shirts de Spider-Man et tout ça, donc il y a un peu de culture geek. Superman, pardon. Oui, pardon, Superman, bien sûr. Je suis la caution geek. Et en même temps, c'est un monde qui ne fonctionne pas par des lois naturelles. C'est-à-dire qu'on peut faire des arrêts sur image, marquer le nom du personnage qu'on présente sur l'écran, et ensuite reprendre. Là, on va voir. D'ailleurs, c'est une grande inspiration de la série Bref, série culte récente. Tout à fait. Et il annonce très clairement, les deux créateurs de la série, Kian et Navo, de leur inspiration clairement de ce film pour la narration, pour les types de plans, etc. Sans la drogue. Sans la drogue. Ça, c'est un truc de ouf qu'a récupéré Bref, effectivement. C'est l'idée de voix off et montage très cut, quoi. Ouais. Dans la voix off, en gros, ce héros qui s'appelle Mark Renton et qui ne se présente pas d'emblée, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que choisir une vie, choisir une famille, choisir une putain de grosse télé et tout ça, c'est pas très satisfaisant et que lui, il préfère l'héroïne. Lui et ses copains, en gros, préfèrent l'héroïne. Comme tout le monde. En même temps, on va pas les blâmer. Chacun ses hobbies, chacun ses loisirs. Qui sommes-nous La pour drogue, c'est juger ? mal. Alors parfois on assiste à des Ça coûte petites scénettes, on fait pause dans la voix off pour assister à la première fois où cette jeune femme se pique, par exemple. C'est toujours important une première fois. Voilà, c'est vraiment une première fois. C'est important pour elle. Puis les premières fois vont revenir dans ce film puisque c'est pas le seul personnage qui va commencer à se piquer. Et on se rend compte que ces héros, à la fois ils se piquent, mais ils se piquent en parlant de James Bond. On commence à découvrir qu'au fait ils sont assez cultivés. Et que c'est peut-être pas le pire de la working class britannique, quoi. Ce sont des Écossais, mais c'est peut-être des mecs qui ont fait un petit peu d'études et qui ont décroché. Enfin, c'est tout ça. Peut-être les gens qui ont conscience du coup de la violence du monde qui les entoure, qui du coup ont besoin de ça pour s'en enfuir, plutôt que les gens qui ont toujours été écrasés mais qui se rendent pas compte de ce qu'ils pourraient avoir de mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi Fight Club, dans le genre du film générationnel aussi Complètement. Fight Club est l'autre grand film des années 90 à critiquer la société de consommation de manière très forte, et c'est un film qu'on vous invite à voir en complément de Trainspotting. C'est deux films complémentaires. L'usage du gel douche aussi. Fight Club, critique vachement l'usage du gel douche. Et ça m'a un petit peu pensé aussi au Péril Jeune en France, alors avec tous les guillemets qu'on peut, mais le film de Clapiche, le Péril Jeune, qui a un petit côté comme ça aussi. C'est vrai que le Péril Jeune avait un côté très générationnel, mais il me semble, enfin je l'ai pas vu depuis longtemps, mais il me semble que le Péril Jeune se situait dans les années 70, donc il y avait un côté vraiment film d'époque, alors que là, dans Trainspotting, il y a un flou intentionnel sur quand est-ce que ça se passe. Ouais. En gros, la musique est là pour nous aider. Là, on entend Lust for Life de Iggy Pop. Donc j'ai la luxure dans la peau, Lust for Life, qui définit très bien l'état d'esprit dans lequel sont les personnages. Et avec les autres morceaux de la bande originale, on va découvrir qu'on est probablement dans la deuxième moitié des années 80 ou dans la première moitié des années 90, mais on sait pas exactement quand. D'accord. On est d'accord que cette scène d'intro, ça a été un des trucs les plus parodiés dans le cinéma, ou en tout cas culte. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde après, dans les années qui ont suivi, s'amusait à détourner ça. Et c'est inouï, parce que ça a été parodié jusqu'aux Simpsons, quoi. Il y a un épisode des Simpsons qui parodie Trainspotting, c'est dire à quel point c'est ancré dans la pop culture. Ouais. Ah, je l'ai pas vu. Et puis c'est la naissance d'un acteur, quand même, Ewan McGregor, parce qu'avant on le connaissait pas. Et alors c'est ça qui est formidable, c'est que c'est la naissance d'Ewan McGregor, mais en vrai c'est la révélation de plusieurs acteurs. Il y a aussi Robert Carlyle qu'on voit là à l'écran. Full Monty, Full Monty, etc. Qui est sorti après ou avant? Après. Carlyle, on l'avait déjà vu dans des films de Ken Loach, mais là c'est vraiment son premier succès. Un peu plus âgé que les autres, de toute façon, c'est pas totalement la même génération que. Oui, et le scénario du film
inclut ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a 2-3 ans de plus que les autres, effectivement. On voit ici Peter Mullan, qui est aussi une grande figure du cinéma britannique, qui trouve ici un rôle très populaire. Il y a Kevin McKidd, qu'on voit dans la série Grey's Anatomy maintenant, qui a trouvé son premier rôle là. Là, c'est Johnny Lee Miller, qui était allongé par terre, qui est l'ex-mari de Angelina Jolie. Qui joue Sherlock Holmes maintenant dans la série Elementary aux États-Unis. Exactement. Et plus tard, on verra Kelly MacDonald qui a son premier rôle aussi dans ce film-là. Donc c'est vraiment un film qui a révélé des tas de talents. Génération, quoi. Et là, le logo du film ressemble étrangement à un code barre, ce qui est quand même sympa pour une critique de la société de consommation. Trainspotting, le train des potes. Hein, le train des potes. Voilà. Alors, la version québécoise de Trainspotting. La version québécoise de Trainspotting, c'est Ferrovipat. Excellent. Ils sont toujours au-dessus de nous. Le mec, il trouve un truc qui est meilleur que les vannes auxquelles tu penses. Exactement. Ils seront toujours plus forts que nous. Comment ils ont fait, quoi. Alors ça, c'est la première vraie officielle scène du film, puisque avant c'était un pré-générique au fait, et c'est une scène où Ewan McGregor va tenter de se sevrer, donc il décroche de la drogue. C'est étonnant de commencer un film qui parle essentiellement de la drogue par une scène où le héros va tenter de décrocher de la drogue. Donc c'est un peu cartoonesque, on l'a vu mettre carrément des planches à travers sa porte d'entrée, et puis c'est la caricature du mec qui veut s'enfermer chez lui pour essayer de se sevrer. Derrière, on entend Carmen de Bizet. C'est évidemment un jeu d'amour et de rejet avec la drogue. Là, on a un plan de Ewan McGregor face à son miroir qui est évidemment un moment de doute et qu'on va retrouver à la fin du film. Donc voilà, ça n'a pas marché, ça a duré 2 secondes. Voilà. Donc il est déjà en train de commander de la drogue et il se retrouve avec des suppôts. Oh là là, cet Alors, accent fun magnifique. fact, vous me demandiez qui était l'écrivain des livres, c'est lui. D'accord. C'est Irving Welsh. Ah, voilà. Il est jeune en fait. Enfin, pardon, je l'imaginais plus âgé en fait. Mais... Ouais. Oh, il a, genre il a même pas 10 ans de plus fun que fact, McGregor. Ewan McGregor, il est quand même super beau. Ça se fait Obi-Wan Kenobi. Moi j'ai un man crush pour Ewan McGregor. Bien sûr. Il vieillit pas mal. Il est beau comme jamais. En fait, il a la même gueule aujourd'hui. Donc voilà, et meilleure blague du film là qui va arriver dans 2 secondes. Ouais. Avec le petit sourire qui va bien. J'aime beaucoup là, l'accent. Vous voyez un plan composé par Danny Boyle avec Brian Tufano, le chef-op, derrière la caméra, et c'est très très joliment composé. Et là, on est parti pour le train d'enfer de la scène peut-être la plus culte du film. Oui. La scène de Dumb and Dumber. Beau parallèle. Joli. Alors, question aussi à la con, mais est-ce que Ewan McGregor a forcé son accent dans le film ou est-ce qu'à la base il a vraiment un accent Non, le seul qui n'a pas vraiment cet accent-là, c'est Johnny Lee Miller, qui est un Britannique, qui est pas du tout un Écossais, donc il a vraiment forcé l'accent. Ewan McGregor, pas du tout. Il a vécu en Écosse jusqu'à ses 17 ans. Ça, c'est bon, ça c'est beau. Quand même. On est d'accord qu'une fois que t'as vu cette scène dans ta vie, dès que tu débarques dans des chiottes crades dans des bars, tu penses c'est une référence des chiottes crades. Une fois que tu l'as vu, ça ne peut pas être unseen. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui nous dégoûte tout de suite cette scène, alors que sur le plateau de tournage c'était plutôt yummy au fait, parce que c'est du chocolat chaud ce qu'on a sous les yeux. D'accord. Et l'odeur était hyper délicieuse et tout ça. Comme dans Toon Girls World Cup. Exact. Et là il va y avoir un plan que j'aime bien aussi, que vous allez voir bientôt. Parce que la caméra va se rapprocher des yeux d'Ewan McGregor, voilà, quand il a compris qu'il a perdu ses suppôts. Et là, le caméraman est sous les fesses d'Ewan McGregor, ce qui est quand même dur pour un acteur, quoi. La scène à venir supervisée par... les réglages. Donc attends, tu peux rester 10 minutes comme ça le temps Je fais le point. Ça, c'est du chocolat donc. Donc voilà, tout ça c'est du chocolat, et donc Ewan McGregor jouait l'aspect répulsif de tout ce truc. Et là on va avoir le premier grand moment surréaliste. C'est pour ça que moi je dis toujours c'est du surréalisme social, Trainspotting. C'est que là, le héros est en train de plonger dans la cuvette littéralement.
Alors c'est un effet il y a un toboggan derrière, il y a un trou dans le décor et c'est une demi-cuvette de profil au fait. Mise au point par Shigeru Miyamoto et les équipes de Super Mario. C'est ça. Et du coup, ces héros sociaux qui sont un peu désemparés face à la société de consommation, ils peuvent aussi jouer avec la vie. Ils ont l'opportunité que nous on n'a pas de se marrer un peu et de visiter les égouts et ils jouent aux démineurs. Voilà, ils jouent aux démineurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et même les suppositoires qu'il va retrouver là tout au fond de la cuvette, ça va être deux espèces de verres luisants au fait. Des trésors quoi. Ouais, des trésors où on les récupère et là ça y est, c'est le Saint Graal quoi. Et là, on peut retourner calmement vers la lumière. Voilà. Clin d'œil au Grand Bleu. Hein. Jean Reno. C'est vrai qu'il y a ce côté exotique là, un peu cool. Très bleu. Ouais. Même les toilettes ont pris une teinte différente en fait quand il ressort. Là. Ah ouais, d'un coup on les aime bien. D'un coup, c'est plus du tout dégueulasse. Ils sont moins crades en fait. Ils sont vieux, mais ils ont plus cet aspect dégueulasse qu'ils avaient juste avant en fait. Bah en fait, c'est ce décalage surréaliste qui nous a fait comprendre la scène un peu mieux, quoi. N'empêche qu'il est trempé, donc tu sais, il est quand même trempé, vraiment qu'il est allé au fond des chiottes, quoi. Exactement, littéralement, ouais. Et voilà, maintenant je suis prêt pour arrêter la drogue. Paradoxalement, j'ai la drogue, donc je peux arrêter. Et les suppos sont sortis en bon état. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Alors il faut savoir que la première scène a été la seule scène tournée à Édimbourg. La première scène où il court dans la rue, là, c'était la première scène, la seule vraie scène tournée à Édimbourg. Le reste est tourné plutôt à Glasgow. Et en été, pendant l'été 95, comme on peut le voir, parce qu'à Édimbourg, en Écosse de manière générale, on skype plutôt les méiches. Ouais. Et là, ils ont une période d'une semaine pour tourner voilà. cette scène, en fait. Non, mais c'est vrai, le 1 comme le 2 ont été tournés de manière très ramassée, très rapide en Écosse. Donc, alors là, en 95, vous pouviez sortir avec ça, une si carabine. c'est pas les lunettes de Léon de Jean Reno, ça c'est un peu excuse-moi, les lunettes de mais Léon. pareil. Et la carabine de Léon peut-être. Et voilà. Donc là, on les voit en train de faire du trainspotting dans sa quintessence, c'est-à-dire d'être obsédés par un petit détail de la culture pop. Les trainspotters, au fait, c'est des mecs qui sont dans des gares et qui repèrent tous les trains qui passent et qui notent tous les numéros et ensuite les comparent entre eux. Eux, ils font pas ça avec des trains, ils font ça avec la carrière de Sean Connery, par exemple, comme on voit actuellement, quoi. Ça pourrait presque être un échange dans un Tarantino, finalement, quoi. Ce genre de délire où les mecs partent sur un petit truc. Exactement. C'est vrai qu'on se rappelle du monologue sur le Big Mac et tout ça chez Tarantino, c'est vraiment le même type de scène, quoi. Sur le cheeseburger, enfin sur le Royal Cheese. Le Royal Cheese, tout à fait. Dans Reservoir Dogs, sur la chanson de Madonna, Like a Virgin. Exactement, ouais. Et dans American Psycho sur Phil Collins. Ouais. Ah ouais, ça commence à balancer de la référence. Puisque j'ai 2 secondes pour vous dire ça, l'un des personnages qui... vous avez vu au début du film qu'ils venaient de piquer des trucs dans un supermarché et qu'ils étaient poursuivis par des vigiles. L'un des vigiles n'était autre que John Hodge, donc le scénariste de Trainspotting. Ça dépanne en même temps. C'est comme ça qu'on fait des économies. Voilà, tu te dis bon. Ouais, puis là, t'as pas besoin d'avoir des répliques, t'as pas besoin d'avoir un bon sens de la comédie, il faut juste courir après Ewan McGregor. Alors voilà comment ils passent leurs après-midi. Ils passent leurs après-midi à se révolter un peu contre des punks à chiens, quoi. Là, c'est carrément un skinhead, quoi. Et évidemment, ça marche beaucoup mieux que prévu, quoi. Voilà, ça c'est une réplique marrante parce qu'il vient d'impliquer que Renton est végétarien et c'est vrai dans le livre, c'est dit de manière beaucoup plus longue. Renton est un mec qui a profondément conscience de ce qu'il est, de qui il est et de la société qui l'entoure et être végétarien pour lui c'est très très important. Bah, surtout en plus c'était nettement moins répandu il y a 20 ans, enfin c'était quelque chose de beaucoup plus... Putain, l'accent, mon gars. C'est incroyable. Alors, l'accent est incroyable, et aux États-Unis le film est sorti avec les 20 premières minutes sous-titrées en anglais, parce qu'ils comprenaient rien, les mecs. Ah ouais. Excellent. Mais comme nous, avec certains films québécois clairement. Attendez, des films québécois qui sont sous-titrés. Là, les implications de la scène qu'on est en train de voir, donc entre Spud et Renton, elles sont marrantes parce que, en gros, ils doivent passer un entretien d'embauche parce qu'ils sont au chômage, donc l'équivalent de Pôle emploi les oblige à passer des entretiens d'embauche. Et du coup, eux, ils veulent pas être embauchés.
Donc ils doivent trouver le juste milieu de être assez volontaire, mais quand même merder l'entretien pour pouvoir... la stratégie de l'échec. Intouchable en fait, c'est le film intouchable. Exactement. C'est la stratégie de l'échec. Donc il a pris du speed exprès pour louper son entretien, et la mise en scène épouse complètement ça. C'est-à-dire que les valeurs de plan changent toutes les 2 secondes. La distance. Voilà, la distance, on joue avec ça. Il parle trop vite, Et alors j'ai perdu son nom, mais dans le jury on a donc Madame Space, du coup, Oui, qui joue la série d'Edgar Wright, colocatrice. la série avec Nick Frost et Simon Pegg, et j'ai perdu son nom. Mais c'est la colocatrice de Simon Pegg. Ça c'est rigolo parce que elle a un peu disparu du cinéma depuis, mais Là, il y a un super plan avec cette industrie du loisir qui offre une nouvelle couche d'exotisme. C'est-à-dire que tout perdu qui sont dans leur Édimbourg natal, ils rêvent quand même de palmiers, quoi. Ça fait penser un peu à 99 francs. oui, le côté exactement. Le sponsorisé par Total, mais c'est une île déserte magnifique. Donc là, il a fait la réponse parfaite du mec qui veut foirer son entretien d'embauche. On lui demande quel est votre défaut, il répond je suis perfectionniste, bien sûr. C'est le pire truc du monde. Mais ça ne marche pas en entretien d'embauche. On est d'accord, quelqu'un te sort ça. C'est perdu pour lui. C'est un peu l'équivalent de ton père, c'est un voleur. Exactement. Et là, évidemment, il fait la bise à tout le monde en plus en partant, donc c'est foutu. On te vend ça comme la bonne réponse à dire pour ton défaut, mais en fait non, c'est la pire du monde. Ne dites jamais ça. J'adore Robert Carlyle, moi. Qu'il aurait sorti ça une année pendant un débat, un truc. Là, on a un monologue de Robert Carlyle et c'est la première fois qu'on entend son personnage parler vraiment et dans la longueur. Donc, on va découvrir que c'est un mec violent, que c'est un mec brut de décoffrage et surtout qu'il a l'accent le plus incompréhensible de tous les temps. Et qu'il a une moustache. Et qu'il a une moustache qui le rend particulièrement connard, quoi. Enfin, c'est incroyable. Exactement. C'est un super acteur, Robert Carlyle. Il se balade toujours avec des mocassins. D'ailleurs, dans le dos, si vous le voyez, il a toujours les mocassins chaussettes blanches, ce qui est un truc de style absolument interdit, évidemment. La petite chaîne en or qui se voit bien et tout. Donc c'est une caricature. C'est un kéké. C'est le kéké. Gauthier, je crois que t'es en train de donner envie de voir Trainspotting 2. Ah mais j'espère. En fait, moi j'avais hyper envie de le voir, c'est juste que j'ai l'impression qu'il a fait un tel four en France, il a dû rester 2 semaines à l'affiche et on l'a jamais revu, quoi. Ah ouais, non, ça a été une catastrophe. Après, alors j'avais vraiment envie de le voir. Tous les gens que j'ai vu l'ont vu m'ont dit n'y va pas, c'est pas bien. Les critiques presse étaient plutôt correctes de mémoire. Moi j'aurais envie de vous dire exactement le contraire, mais c'est un film qui est assez compliqué. Peut-être qu'il sera l'objet, je sais pas, pourquoi pas d'un autre visionnage comme ça. Alors là, on a encore joué avec le temps et l'espace, puisqu'on peut se permettre ça dans Trainspotting. On a fait un arrêt sur image pendant que Begbie était en train de raconter son histoire et de balancer une pinte négligemment derrière son épaule. Et on refait l'histoire qu'il vient de raconter. C'est-à-dire que le héros a dit « Pop, 2 minutes, moi je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. » Et on va découvrir que Begbie est pas du tout le héros, la légende qui se raconte lui-même l'être. Voilà. Et on a aperçu Iggy Pop en arrière-plan sur le poster. Bien sûr, encore classique. Une fois référence à la pop culture qui est toujours là. La Iggy Pop culture. Et le foot. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire que Danny Boyle se sert de la scène d'introduction d'un personnage pour l'arrêter et faire la scène d'introduction d'un deuxième personnage qui va être Tommy, un mec qui est l'extrême opposé de Begbie, c'est-à-dire un sportif qui ne boit pas, qui ne se drogue pas et qui dit toujours la vérité, et qui a assisté impuissant à cette scène de violence. Et là, un peu excessif. Attention, vous allez avoir la phrase qui résume presque tout Trainspotting. Voilà. C'est-à-dire que la plus profonde impuissance de ces mecs-là, c'est leur groupe d'amis. Finalement, l'addiction de ces mecs, c'est pas tellement à la drogue ou à l'alcool, c'est à leur groupe d'amis. Ils n'arrivent pas à se désolidariser de leur groupe d'amis. Voilà. On est tous, en tant que sociologue, je suis obligé de vous dire que c'est comme ça que ça marche. Bah évidemment. Donc voilà, Begbie qui est accro à la violence a réussi à créer l'incident dans un bar, un incident complètement gratuit dont il se prétend pas responsable, qu'il croit pouvoir régler, et puis ça va partir instantanément en baston façon saloon caricatural, et c'est là alors qu'il pèse 12 kilos à peu près en plus. C'est ça, il est tout sec. Il est tout sec, mais il est psychopathe, donc ça lui donne tous les droits. Mais en même temps, voilà, il affronte son destin. Il a fait et eux, les copains, ils savent que lui, il est comme ça, et que voilà.
Ça va faire un bon jeu vidéo, Trainspotting en fait. Tu vois, des quêtes parallèles ou Carrément. des jeux de baston. Très bizarre. Alors, j'avais pas vu ce but-là, moi. Ouais, moi non plus. Il l'a mis au fond, par contre. Hein. Donc Renton et Sick Boy ont volé la cassette de Tommy, la cassette privée, avec un boîtier de foot pour faire croire qu'il piquait une cassette anodine. J'ai fait ça aussi au collège. Hein. Et en plus, ils la regardent même pas pour s'exciter. Ils sont là complètement médusés. Voyeurisme primaire, quoi. Et la moustache, mec, ça marche. Hein. Alors là, on se retrouve dans une boîte qui est volontairement inspirée de Taxi Driver qu'on voit derrière et de Orange Mécanique. Ah oui, clairement, on va ouais. retrouver La typo. voilà, complètement. les écritures du Moloko ou du Volcano, je sais plus lequel est dans quel film. Et alors là, on entend la musique tellement fort que même dans la version écossaise, on est obligé de sous-titrer pour savoir ce qui se raconte. C'est l'aspect immersion totale, quoi. Enfin, vraiment se placer avec les personnages, genre. Et on sait que quand on est en boîte, c'est ça le problème principal. Ouais. On n'arrive pas à s'entendre, quoi. C'est ça. C'est la musique aussi le problème principal. Mais bon, ça c'est un autre débat. On a ce super montage parallèle, joli soin d'avoir mis des miroirs pour surcadrer là. Ouais. Montage parallèle entre les mecs discutent entre eux, les nanas discutent entre elles, et on découvre que en fait les nanas discutent pas trucs de nanas et que les mecs discutent pas trucs de mecs. Les mecs sont en train de dire putain, on se fait victimiser par nos meufs complètement, et les meufs racontent nos mecs c'est des vraies merdes et tout ça, quoi. Toi, elles ont l'air d'être tombées sur des sacrés winners quand même. C'est clair. Je suis content de voir que les coupes de cheveux de ces années-là sont revenues dans les années 2017. Surtout celle de droite, celle de droite, j'aime beaucoup. Et la musique qu'on entend nous laisse pencher plutôt pour les années 80. Donc voilà, les meufs reviennent, et là elles vont dire de quoi vous parlez, et ils vont se rabattre sur les clichés. Football. Et vous ? Shopping, voilà, c'est comme ça. On se sert de la société de consommation pour les clichés. Pour se rabattre sur les clichés et dissimuler qui on est vraiment. Alors Mark Renton, joué par Ewan McGregor, là, il est en train de se sevrer, et il y arrive, et il découvre qu'il a pas baisé depuis super longtemps. Elle est au fait. Et en fait, Attendez, voilà. ça fait 4 ans que J'ai pas oublié un truc. Donc il va falloir partir à la conquête et se remettre à draguer, et là ça va être assez pathétique pour lui. Tout ça en portant un t-shirt beaucoup trop petit et un pantalon de survêt en plus. Enfin, c'est-à-dire qu'on y va, Ces années-là. Mais à c'est handicap, Ewan quoi. McGregor, il peut se le permettre. Alors après, ça. voilà. Il a la force. Donc là il vient de prendre un râteau, bim, deuxième râteau, râteau. hop, tranquille, troisième râteau, il enchaîne, alors que tous ses potes sont casés, quatrième râteau, bravo. la drogue c'est mal. Bah C'est oui, un- rappelons-le. C'est un T'sais, dafalgan. C'est Je vais à boire. une- Je vais à boire. Chaque fois que quelqu'un se drogue dans ce film, vous prenez un shot. D'eau, bien sûr. Et donc Le but, là, c'est d'arriver à la fin du film. il se rend compte de ses propres failles, c'est-à-dire qu'à force d'avoir l'héroïne comme amour, bah, il a oublié comment il fallait draguer. Et là, classique scène de rencontre, en chant contre chant. Changement de musique en plus pour signaler vraiment la Changement de donne qui musique. change. Alors c'est pas vraiment la musique de Blondie Atomique, c'est une reprise des années 90 pour garder ce flou temporel. Et là, il y a une meuf qui s'est détachée dans le public, clairement. Elle brille. Combien de mecs sont tombés amoureux ou de nanas sont tombés amoureux de cette fille en Bah regardant ce ouais, film. forcément. Hein. Ouais. Et en plus, elle est complètement badass quand il y a un Et nul ouais. avec une chemise pas possible qui vient lui filer un verre, elle boit les deux. On appréciera elle se son tire. effort capillaire, messieurs, ne jugeons pas. C'est Son vrai. effort chemisaire aussi. Et la chemise du mec qui tue. C'était la transition entre les années 80 et 90. Ouais, Ça a été un peu exactement. dur, c'était un peu compliqué, certes. Donc il est complètement happé dehors par cette meuf qui a un manteau bleu sur fond, qui a un manteau rouge sur fond rouge comme ça. Enfin. Il existe cette boîte c'est- d'ailleurs ou c'est juste un décor Non, je crois que la boîte existe vraiment, mais qu'ils l'ont tout redécoré. Ok. Alors là, il Oh, essaie oui, une technique de dragueur. Ouais, I'm going home. Cet accent incroyable. Il fait le dragueur habituel, ton père a mis des étoiles dans tes yeux, tout ça, et elle le nie complètement là. Tant qu'il est love, quoi. Mais parlons-en quand même, quand tu imagines, tu tombes sur un mec ou une nana comme ça super séduisante, tu fais salut, ça va, et qui te répondent oh, t'es genre, ouh. Bah moi aussi. Alors moi personnellement, par mon amour de l'Écosse Ah oui, et de oui, Trainspotting, c'est moi super, ça me tue. Hein, tout de suite, je suis ok. Il est en convulsion à terre. Et donc là, il s'est cru rejeté.
Donc il se barre, sauf qu'elle laisse la porte ouverte, donc c'est elle qui mène la danse complètement, quoi. Et lui, bah, il suit, là, ça y est, finalement, c'est lui qui s'est fait draguer. Et voilà. C'est un truc de Jedi, c'est ça, c'est ce que tu disais, Clément. C'est ce que va j'aime vite, pas, ça c'est va que. vite. Il a fait un petit. Bah, mais enfin, Nous allons rentrer ensemble ce soir. fais pas ça. Nous allons rentrer ensemble ce soir. Et là va s'engager un jeu de montage alterné de 3 relations qui sont en train de Plus ou moins concrétiser ce soir-là, quoi. Très différentes. les C'est-à-dire unes des 3 scènes de sexe qui vont aboutir, mais elles vont aboutir évidemment de manière très très différente pour les 3, quoi. Lui, on sent qu'il est tombé sur une super intello qui lui va pas du tout, au fait, parce que lui, on le sent pas très très Je suis intello juste dans la bourré, je sais pas trop ce que je fais. Il arrive même plus à marcher, il a 2 bières dans les mains. Eux, ils sont très portés cul, on le sait déjà à travers la cassette vidéo. Donc, Certes. Et son jean bleu moulant, chelou. et là, il y a Ewan McGregor qui sert un peu de gigolo à cette meuf qui voulait draguer, donc il se laisse porter complètement, quoi. Dans le même genre qu'on disait que les chiottes, tu y penses. Après, chaque fois que tu vois une fille, tu penses lui demander sa carte d'identité. Exactement. Eh ouais, mon gars. Donc eux, en apparence, c'est les mieux partis, là. Ils se connaissent et tout ça. Lui, il sait pas trop où il est tombé. Elle a quand même un portrait d'elle façon Andy Warhol dans sa chambre. Mais je veux le même, hein. On veut tous le même. Est-ce qu'ils l'ont fait en produit dérivé, celui-là, même pas La folie, c'est qu'il y a je sais pas. Ah, bah, dites donc. Bonsoir. Enfin, voilà. Fermez les yeux, les C'est un peu enfants. cavalier. Fermez les yeux. Et alors là, je dois Il y a le confesser côté que chambre d'enfant. la comédienne avait 16 ans à l'époque. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on Oh. oserait Ah faire oui. aujourd'hui. Ah ouais, Elle non. avait vraiment 16 ans à l'époque, putain. Ouais. Ah ouais. C'est compliqué, ouais. Et là, la relation de Spud, lui, bah ouais. Ouais, c'est compliqué. C'était déjà mal parti. Ouais, pourquoi l'alcool, Bah c'est mal, évidemment, les il est enfants. déjà complètement endormi. Le slip, ils l'ont fait en produit dérivé. C'est vrai que c'est un super détail. Donc là, ça y est, ils veulent regarder la cassette, ils veulent Là, se c'est regarder. l'inception de la l'acte. baise. Sous les yeux d'Iggy Pop. Je vais me regarder. Oh putain. Elle a compris que c'était tout de suite mort. Elle abandonne pas l'idée quand même, hein. Elle y va quand même. Elle veut quand même voir, ouais. Ah, Et là, Eux, c'est le couple c'est parfait, là. libéré sexuellement. Ewan McGregor, ça y est, il a scoré, il est content. Elle, Voilà, elle bon, dit voilà. qu'elle a pas loupé grand chose, alors que quand même, beau jeune homme. ouais. Oui, ça va, ça va. Ouais, on Et repense. là, ça va être Ouais. le méga coitus interruptus, c'est-à-dire qu'ils comprennent que la cassette de baise est partie, alors c'est que le but. Ewan McGregor, pendant ce temps, jouit au moment où le but est mis. Et ouais. Ouais. En même temps, les gars, si on vous mettait la Classique. finale 98 Ouais. pendant que vous faites l'amour, il y a Il y peut-être a une moyen belle qu'il se passe des trucs. pénétration hein. en plus. Bon, on est sur Et donc la là, laisse. encore une fois, pop culture et culture britannique, on a mis en parallèle un match de foot avec le fait de scorer vraiment. Ouais. Alors lui, c'est le vrai gigolo, c'est-à-dire qu'il se fait baiser, ensuite il se fait foutre dehors par la nana directement. Ouais, vraiment. Et aujourd'hui, ce serait je t'ai commandé un Uber. Ouais, c'est non, ça. c'est juste je te laisse de l'argent, c'est je t'ai commandé un Uber. Ok, merci, au revoir, voilà. Il est tout seul dans le couloir, dans un couloir qu'il connaît pas, il a encore sa capote sur la tub et... Il se protège, c'est bien. Alors eux, leur scène de sexe a tourné à l'horreur complète, quoi. Ouais. Et toujours Iggy Pop qui les regarde en rigolant sur le poster. Eh oui. Oh, il n'y avait pas internet à l'époque, il y avait quand même vachement. Ouais, c'est Ils bon, se retrouvaient. Tu te faire une Il valait mieux que tu bicyclette. sois là que sur les internets, c'est clair. Tu pourrais sur des sites de torrent. Ah. Ça Et dit alors là, on va voir la sinistre conclusion de la scène de sexe pardon de Spud qui se réveille, des meilleures il scènes, sait quoi. même pas où il est le mec. Tout de suite, le premier réflexe c'est mais qu'est-ce que je fous là? Puis on revoit que le drap. Bon. Spoiler. Et deuxième réflexe c'est qu'est-ce que c'est que cette odeur? Voilà. Là, Mark Renton va se réveiller, lui-même il sait pas très bien où il est, soirée qui a terminé un peu bizarrement. Par ça, t'es pas serein, quoi. Il se fait éveiller effectivement par cette petite référence aux Beatles de ce vélo qui passe. Il me semble que c'était Ringo dans je sais plus quel film des Beatles qui se déplaçait à vélo en appartement là. Et Spud, lui, se rend compte que tout bourré qu'il était, il s'est carrément lâché pendant la nuit, quoi. Oh là là. Le D'où cauchemar. l'expression shit happens. Ah, shit happens là. Voilà. Shit the bed.
Et alors, à la décharge de Danny Boyle, parce que c'est une scène que j'aime pas beaucoup, moi, c'est une obsession de la scatophilie qui me gêne un peu. C'est quelque chose qui est dans le livre, hein, c'est-à-dire que ces junkies sont très obsédés par ce qui va rentrer dans leur corps, mais aussi ce qui va sortir de leur corps. Et les autres sont devant le vidéoclub. Scène ou pas Oui, bien sûr, ouais. Tu sais, ils auraient pu pousser le Actor Studio. Alors là, Ewan McGregor explore cet appartement où il a été laissé et il découvre 2 personnes. Donc il se dit, ça doit être une coloc au fait. Hein. Du coup, les parents connaissent déjà son prénom, ceci. Les parents ont déjà tout entendu parler de lui et tout, c'est très curieux. Et là, il y a un interrogatoire classique qui commence avec les parents de quelqu'un. Et là, Ils tu se vas rendent pas commencer à vraiment douter compte. d'un truc, là. Bonjour, et là, il va se retourner pour avoir la triste vérité devant lui, et c'est une lycéenne. Et ouais. Voilà. En même temps, ce petit uniforme pour nos autres occidentaux, français, qui n'en sont pas Oui, habitués à c'est ça. pas faux. Donc là, c'est Spud qui est pas fier de lui et qui a replié ses draps dans l'intention de se barrer vite et de les laver chez lui, évidemment, comme chacun le le petit déjeuner à ferait. l'anglaise. Mais ils ont fait des haricots, c'est bien ça. Il est gueule de bois à mort et il voit ça devant lui, c'est l'horreur, c'est le cauchemar le plus absolu. Oh, pour le coup, des œufs et du bacon bien moi, noirs, ça- moi personnellement, moi, je dis oui, gueule de bois, ça a plutôt tendance à m'exciter un peu. Hein. Sa meuf est évidemment méga vénère parce qu'elle a dormi sur le canapé. Hein. Et les parents sont hyper tolérants, c'est-à-dire que c'est le best case scénario, c'est que finalement il pourrait s'en sortir, mais il a quand même très honte de lui-même, et c'est comme ça que l'accident va arriver, l'accident inévitable qu'on va avoir, Allez, on va le venir à des on le vient kilomètres. voir à c'est des le kilomètres drame. ce truc. Hop là, non, s'il vous plaît. Et là, attention, wow, bon appétit bien sûr. Ah putain. Un truc comme ça, t'arrives dans ta vie sans Mais déconner. non, mais quoi. ça, mais c'est terminé. Ouais, mais Tu changes de pays, Tu te penses, tu changes de pays. Et si vous voyez le 2, la jeune femme avec qui il est toujours avec lui, et ça c'est vraiment assez c'est charmant. Quoi. Rien que pour ça, on le regardera, tu vois. Ça, c'est l'amour, tu vois. quand ça, t'as c'est passé le l'amour. cap du caca avec quelqu'un, je pense qu'après. Voilà, ouais. c'est l'amour se noue Et là-dessus. avec ouais. ses parents aussi. Il est censé avoir quel âge exactement, Ewan McGregor dans le... Alors quand il a tourné le film, il avait 25 Enfin, ans. le personnage. Et le personnage a plutôt 22-23. Ok. Et elle a clairement 16 ans. Ça va, Ça commence à être un peu compliqué. Ouais, quoi. Scott Et Pilgrim. là, T'en as elle, 19, bon, tu te elle dis, continue ah, à mener le jeu, c'est-à-dire qu'elle lui a dit si tu me revois pas, je balance tout aux flics, alors que lui, il est dans la merde parce que détournement de mineurs. Ah, c'est ça- l'autre qui était dans la merde, par contre, si je peux me permettre. C'est vrai. Ça, c'est le début de la scène la plus iconique du film, qui est ma scène préférée de toute l'histoire du cinéma, vraiment. Allez. Rien que ça. Donc, c'est souvent dans les films sociaux britanniques comme ça, les héros vont essayer d'échapper à leurs conditions en allant se balader à la campagne. Mais souvent, on va découvrir que c'est une campagne décevante. Là, on voit Tommy, qui est le sportif qui les a emmenés là, il s'est séparé d'eux dans le plan, et ils vont les suivre assez mollement. De toute façon, ils sont même pas habillés pour aller marcher à la campagne, non, quoi. non. Enfin, ils sont complètement Ils ont à des côté de bières. leur pont. Le seul truc auquel ils ont pensé, c'est les Et bières. on va retrouver Tommy qui marche seul et qui est séparé d'eux dans le plan. On les retrouvera plus dans le même plan. Et eux, ils traversent le pont, ils peuvent pas aller plus loin. Cette symbolique de passer le pont, de franchir le pas, voilà, ils y arrivent pas. Donc ils restent assis là. Et là, dialogue de sourds. On a tous cet ami qui nous dit allez viens, c'est bien, c'est le grand air. Oui, c'est Petit ta meuf, footing, ça. Ou ta Ah, meuf. c'est ta meuf. Il dit, mais si, on va aller faire les grandes problèmes. C'est ma meuf aussi, en fait. Ouais, Ouais, mais on c'est s'y sa fait. Donc voilà, il y a Tommy qui leur dit c'est l'air frais et tout, et eux ils sont là, c'est bon, c'est Non, pas parce que t'es des faut aller jouer aux jeux vidéo. arrête de nous faire chier quoi. C'est pas Et fait, là, le truc. pétage de câble de Ewan McGregor, donc Renton, qui va faire la tirade la plus folle de tous les temps. Et donc voilà.
Une rasade de gin. En 2 secondes, il a mis fin au débat. Cette émission est sponsorisée par l'Office du tourisme de Grande-Bretagne. D'Edinburgh. Et ce qui est étrange, c'est que on croit qu'on l'entend beaucoup, Ewan McGregor, parce que c'est le héros du film et qu'il est en voix off, mais en vrai, il intervient peu avec ses copains. Et c'est la première fois qu'il s'impose et qu'il dit tout ce qu'il pense politiquement. Et ce qu'il a dit était tellement déprimant que, évidemment, ça les replonge tous dans l'héroïne alors qu'il venait d'arriver à décrocher, quoi. En même temps, les gars, vous seriez en Écosse, vous avez grandi en Écosse. Bah, vous savez pas tomber dans la drogue dans les années 90. Soit t'es Highlander, soit tu te drogues. Mais hein. c'est ça, c'est que la scène qu'on vient de voir, c'est l'anti-Highlander par excellence, quoi. C'est clair. C'est l'anti-office du tourisme, en fait. Exactement. Et Genre, la vous drogue, allez voir dans c'est le ces vol, scènes où il se ouais. drogue que Danny Boyle a une très très grande intelligence quant à où il place sa caméra, parce que la caméra est toujours à ras du sol. Évidemment, les toxicos sont des gens qui passent beaucoup de temps par terre. Et il pense à ça, et il pense aussi à ce bébé qu'on a vu passer au premier plan, et qui grandit dans cet environnement-là, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on le voit passer, on sait que ça va finir mal. Ouais. Pareil, C'est le clair. bébé, enfin oui, c'est vraiment pour souligner en plus l'irresponsabilité, la violence de la situation, enfin... Exactement. L'innocence qui est détruite derrière, quoi. Tout de suite, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le bébé qui est encore innocent, il l'est déjà plus malgré lui, quoi. Oui, tu sais qu'en plus, c'est mal barré pour lui, quoi. Après, il est en né fait, écossais, il a cette, cherché un peu la merde. Bon, C'est ça. je vais juste dire. tu peux t'en sortir par le rugby. Mais les couches kilt, c'est moyen. Ou le whisky en Écosse, t'as quand même des... Alors on a recommencé avec ce type de montage où on change, on passe de situation en situation. On sait que la situation de base c'est ils se droguent, ils sont par terre, ils se droguent sur de la musique d'Iggy Pop, mais il y a plusieurs situations annexes qui se déroulent. C'est-à-dire que celui qui n'était pas encore toxico va vouloir devenir toxico parce qu'il s'est fait larguer. Ewan McGregor vole de l'argent à ses parents pendant qu'ils sont en train de regarder la télé justement et en train de consommer la société qu'on leur vend. Il pique des autoradios, il se procure son argent comme ça pour pouvoir évidemment s'acheter encore plus de drogue. Cercle vicieux. Exactement. Mais c'est un cercle vicieux qui pour le moment est positif. Parce qu'il y a il y a cette dynamique d'Iggy Pop, un morceau fait avec David Bowie, donc c'est encore assez cool, quoi. Du coup, je me suis toujours demandé, t'as peut-être la réponse. En fait, dans ce genre de film, je sais qu'il y a eu des polémiques sur certains films, même Requiem for a Dream, etc., où on disait qu'on montrait trop finalement comment consommer cette drogue. Est-ce qu'il y a eu vraiment des attaques à l'époque ou sur ce film-là autour de... Il donne une vision... Tu vois, c'est comme ces films genre American History X. Ouais, On dit que d'un côté tu critiques, tu dénonces quelque chose, mais d'un autre côté tu donnes une vision qui peut être perçue comme romantique par certaines. Tu vois, Bah, en tout cas, c'est pour ça qu'en France, le film est sorti interdit aux moins de 16 ans et qu'il est interdit aux moins de 18 ans en Grande-Bretagne. Mais quand même, on n'est pas dupes. C'est-à-dire que si on lit correctement Trainspotting, à la fin du film, on ne conseille pas du tout de nous droguer, bien au contraire. Honnêtement, oui, c'est quand même pas un film qui te montre la drogue sous un aspect cool. Enfin, Et là, le fan de James Bond, évidemment, s'était fait des petites, des petits gadgets. Et alors là, cette scène va s'inscrire comme un switch absolu dans la tonalité du film. C'est-à-dire que pour le moment, comme on était en train de le dire, on est dans une consommation de la drogue jeune et cool pour s'affranchir de la société de consommation. Et assez vite va venir dans cette scène le deuxième effet qui se coule, tragique, qui va retourner complètement le cerveau de ces jeunes Écossais. Ouais, ça tourne mal. Hashtag ça tourne. Prank, la drogue, ça tourne mal. Voilà, c'est quand même terrible. Ils piquent la télé de vieilles personnes dans les maisons de retraite, quoi. Sous leur nez parce qu'ils peuvent pas réagir. Ils ont aucune morale. Alors ça, c'est une piqûre d'héroïne dans le pénis, je recommande pas. Voilà, sinon pas recommandé par l'OMS. J'ai testé pour vous. Salut les filles. Et tous ces petits fragments que vous voyez dans le montage alterné, il n'y a rien de laissé au hasard, tout ça vient du livre. Hein. Tout ça sont des chapitres, parfois entiers du livre, qui sont adaptés en 2 secondes, quoi. Là, on a l'impression de presque voir les Beatles se suivre les uns après les autres. Ouais, pas d'héroïne parce que Begbie est un personnage moral, bien sûr. Ouais, vous avez tous compris. Ouais. C'est la moustache, ça, mec, encore une fois. Et c'est là que le switch, se fait. En même temps,
Ça l'histoire. Belle lumière qui fait bien ressentir les tâches. Bah ouais. Donc là, évidemment, avec ces lumières bleutées qui sortent du sol et qui leur fait ressortir les pommettes et tout, on change d'ambiance pour un truc beaucoup plus fantomatique déjà. En fait, le héros du film, c'est le bébé, en fait. C'est ça qu'on découvre dans cette scène, quoi. Ouais. Bah bizarrement, c'est lui qui oui. fait tout basculer, en fait, le truc. Et voilà, là, toute cette situation qu'on a vue jusqu'ici et qui n'était pas très humanisée, pas très psychologisée, d'un coup va prendre une réalité très tragique. On ne s'est pas occupé du bébé pendant qu'on était défoncé. Il est mort de faim. Il est mort d'avoir été laissé pour compte. Voilà. Oups. Là, il leur arrive pour la première fois un vrai truc, là. Pareil, faire mourir un bébé, en 96, on pouvait, tu vois, prendre un vrai bébé et faire mourir. Aujourd'hui, Oui. c'est un peu plus compliqué. Puis même, pour une caméra, filmer un bébé mort, c'est toujours un tabou. C'est hein, rare, quand même. C'est clair, ouais. c'est clair. Alors voilà, on va voir qu'est-ce qu'il trouve de mieux à dire, Mark Renton, lui qui est si malin. Voilà. C'est un message de prévention pour les moments durs de votre vie. Et là, on découvre que Sick Boy est en train de pleurer, et s'il pleure, c'est que c'est probablement lui, le père du bébé. Ouais. On ne savait pas qui était le père de cet enfant jusqu'à maintenant. La mère, on a bien compris qui c'était, mais le père, on ne savait pas. Et la réaction organique de Renton face à ça, c'est évidemment plus de destruction pour échapper à la situation. Ah, il n'y a plus rien à faire là. Mais c'est-à-dire que pour la première fois, là, il se drogue par douleur et non pas par rejet de la politique ou de la société de consommation, quoi. Là, l'acte de se droguer devient un acte émotionnel, alors que jusqu'à maintenant, c'était un acte plutôt engagé, quoi. Très intéressant, maintenant, on va retrouver, souvenez-vous, la scène d'intro. On va retrouver exactement les mêmes plans que la scène d'intro. Tout ce qui a changé par rapport à la scène d'intro, c'est la musique derrière. Maintenant, c'est Blur, c'est plus Iggy Pop, c'est la chanson Sing de Blur, qui est une chanson très dramatique, la charge dramatique forte, et la voix off de Mark Renton, qui ne raconte plus du tout les mêmes choses. Et c'est marrant, comme avec les mêmes images, on voit deux fois la même scène de manière très très différente, là, pour le coup. Et ce plan iconique qu'on voyait au début, qui était un plan presque d'euphorie du personnage principal qui se penche sur le capot de la voiture et qui sourit comme ça d'excitation, là on sait que c'est plus l'excitation qui le guide, c'est le désespoir complet, quoi. Ouais. C'est génial cette idée, bravo au chef costumier de leur avoir fait mettre des baskets avec leur costume, Ouais. parce que ça rend le procès dérisoire tout de suite. Perruque. Donc Spud, lui, il est totalement victime de la situation, et il accepte totalement son sort. On va voir qu'il en va pas de même pour Ewan McGregor, qui lui ne lâche rien dans son discours. Le grand Donc angle. voilà, on n'est pas dupe, on sait que c'est de l'ironie et qu'il a pas du tout fait une croix sur la drogue comme il le laisse entendre, bien sûr. Salut. Donc Spud va en prison, il prend pour 6 mois là. Ewan McGregor, lui, Renton, il a le droit de sortir, mais s'il suit une S'il fait cure gaffe. de désintox. Voilà, grande phrase de Begbie qui montre à quel point il est philosophe. Ce connard voulait se faire un mec. Ça résume bien la situation, quoi. T'as l'acteur qui joue le père, dans quoi on l'a vu? Le père d'Ewan McGregor, j'ai l'impression de l'avoir vu dans un film, j'arrive pas à retrouver lequel. On le retrouve en tout cas dans la suite. Donc Oui. voilà, je sais plus comment il s'appelle. putain. Il est pas dans Harry Potter ou un truc comme ça? C'est possible. Où il ressemble beaucoup à quelqu'un d'autre autrement, mais...
Donc voilà, pendant ces réjouissances, il y a la mère de Spud qui est arrivée derrière et qui va lui dire c'est de ta faute. C'est de ta faute, et Begbie va rejeter la faute évidemment sur l'éducation parentale. Et c'est aussi une manière de dire que tout ça c'est un peu la faute à personne au fait, hein. C'est surtout la faute à soi-même et à comment on se comporte dans la vie. C'est pas faux. Et quand on est seul face à une foule, voilà, on a toujours tort par défaut, hein. Et évidemment, Renton, il peut plus supporter cette ambiance de merde, là, avec ses parents qui l'infantilisent, ses potes qui lui racontent absolument n'importe quoi. Donc, c'est parti pour retourner chercher de la cam. Et là, on va assister à un bel exemple, encore dans ce film, de surréalisme social complètement. Donc, il se barre par la porte de derrière, il va faire le mur, littéralement. Donc voilà, on grimpe sur les bidons, on grimpe sur le mur, tout de suite on se sent un petit peu planer, vous allez voir que tout de suite il a envie de faire l'équilibriste, dès que l'évasion est à peine touchée, on se sent beaucoup plus léger, quoi. Et là ça va être la légèreté même, puisque on s'autorise le droit, comme dans Super Mario, de sauter d'un espace hop, à un autre, tranquille, comme ça. Let's go. Moi je fais ça tout le temps, moi. Donc une ellipse à la fois narrative mais aussi spatiale. Et là, on joue à un jeu de maître et de valet chez le dealer, ou plutôt de client et de restaurateur. Restaurateur grand luxe. Comme si l'héroïne était soudainement devenue le mets le plus raffiné du monde. Je garde votre voiture, monsieur. Voilà, Faire un exactement. challenge pour ceux qui n'ont pas vu le film, essaye de comprendre sans les sous-titres et tu gagnes un truc. Un jeu à boire si vous voulez le lancer, essayez de comprendre les phrases. Des fois, Personnellement, j'ai mis 20 ans, donc... Voilà. Oh, elle a l'air bonne. Alors là, Danny Boyle va faire un de ses célèbres plans impossibles, c'est-à-dire des choses qu'on peut pas filmer. Ça, c'est un faux bras, hein, c'est un bras factice qui a été reconstitué pour le film. Et il va mettre sa caméra à un angle de prise de vue totalement impossible, c'est dans la seringue même. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif est dans la seringue de manière au sens propre comme au sens figuré, quoi. Oscar des meilleurs bruitages, Trainspotting. Le film a quand même été nommé à un Oscar, qui était l'Oscar du meilleur scénario adapté. Ouais. Aux Oscars, parce qu'il était. Ah, parce que c'est un film américain. Ouais, c'est un film qui a été nommé à un Oscar, qui était celui-là, Donc, le meilleur scénario. produit par les Ricains, du coup enfin... Non, tu sais, les Oscars. Les Oscars, on peut voir n'importe quel film. C'est juste qu'ils sont racistes, hein, sinon. Alors, ce truc-là, ce shoot qu'il a mis en overdose, s'est transformé en une sorte d'enterrement. Oui, c'est ça, il y a complètement cet aspect. Voilà, il a creusé sa tombe. Et là, c'est un truc cruel que fait Danny Boyle, c'est-à-dire que on lui a dit, je vous appelle un taxi. Ouais. Sous-entendu une ambulance, on voit l'ambulance qui passe dans le cadre. Et en fait, non. Et en fait, pas du tout, c'était juste une ambulance qui passait. Alors, Ewan McGregor est complètement shooté dans son overdose et il se croit toujours enterré. Ouais. Et voilà. Ironie, l'ambulance passe et elle n'était pas pour lui. Et là, on va découvrir, double ironie, que le dealer, quand il parlait d'un taxi, il parlait d'un taxi. Alors, je connais pas beaucoup de taxis qui accepteraient de te prendre comme ça. Alors, parce que déjà, à Paris, quand t'as un verre de trop, les mecs sont là, non, tu montes pas. Alors là, quand t'es visiblement... En fait, il se trouve qu'il y a des taxis qui ont l'habitude de cette routine-là. Le détail du dealer, on va le voir, qui met un petit billet dans la poche. Ils vont là où il y a l'argent, quoi. Ouais. Exactement. Donc le taxi, évidemment, va juste laisser Renton comme une merde devant les urgences, va prendre le billet et se barrer, et voilà, quoi. Et l'utilisation, bien sûr, de la musique de Lou Reed, Perfect Day, de manière, encore une fois, ironique sur cette scène. Si vous regardez Trainspotting 2, vous retrouverez la plupart des musiques du premier, mais toujours jouées de manière alternative. C'est-à-dire que ce sont toutes des reprises et on les a réaménagées pour réévoquer le passé, comme ça. Donc voilà. Il le laisse devant les urgences. Hop. Lui, Renton, il plane, il est toujours enterré, où qu'il soit.
Et c'est encore un nouveau moyen de mettre en scène le fait qu'on joue avec l'espace et le temps, c'est-à-dire qu'on peut se croire enterré littéralement dans un tapis. Et l'écran devient un écran 4/3. Exactement, ouais, ça devient presque un écran d'iPhone. C'est une story Instagram en fait, le truc. Il y avait encore les bras qui faisaient le surcadrage. Et là, la piqûre, j'imagine, d'adrénaline va le ramener à la surface immédiatement. Encore un plan qu'on va retrouver dans la suite TD2 Trainspotting, ce plan-là. Toi, tu veux dire qu'il y a de la drogue dans Trainspotting 2 ? Il y en a un peu, mais c'est pas sur la drogue, c'est sur un autre truc qu'on va retrouver ce plan à l'envers d'Ewan McGregor qui se réveille, comme ça. On dirait qu'on est en train de vendre Trainspotting 2, c'est fascinant le côté. Ah non, mais c'est 2 films qui ont été faits volontairement en miroir. Et c'est 2 films qui ont été faits en miroir. Dans quoi il joue, putain ? Alors, moi, par contre, c'est Game of Thrones. What ? Ah putain. Tu crois que c'est Charles Dance de Game of Thrones ? Non, alors non, pas Charles Dance, mais après... mais c'est possible qu'il joue dans Game of Thrones. Je ne regarde pas des Game of Thrones, donc je... Ah bah c'est Jon Snow. Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est lui, Kit Harington. Ouais. Kit Harington, il y a 20 ans, avait une meilleure gueule. C'est possible. Si, Game of Thrones, mais alors qui y joue ? Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'internet à un moment. Ah putain. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, on se sert d'internet en direct. C'est dangereux. Ah là là. Là, on découvre que les parents ont installé des verrous à l'extérieur de la porte de la chambre, donc ça va être le sevrage Manu Militari. Et on va assister à cette scène de sevrage qui est une scène d'une violence inouïe, donc le nœud vraiment difficile du film à regarder, il va se passer maintenant. Ouais. Bah, déjà le bébé, c'était pas mal, mais... Et on va retrouver évidemment le bébé dans cette scène. Dans cette scène un peu marquante, ouais. Et là, l'effet de train... Une scène à la Polanski un peu. Exactement, sur le papier peint du mur. Vous allez voir comment cette scène alterne des plans rêvés et des plans vrais. C'est-à-dire qu'il y a 1000 faux raccords dans cette scène, mais c'est des faux raccords voulus entre la réalité vécue par Renton et ce qu'il a dans la tête, le ressenti, quoi. Ouais, ça rappelle le locataire de Polanski avec cette chambre dont la perspective est faussée comme ça. Avec un petit son des années 80-90 là. Oui, Underworld, donc qui a fait une bonne partie de la BO de Trainspotting, là se fait entendre avec cette musique qui s'appelle Dark Train, Long and Dark Train ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est encore une référence au train. Motif récurrent dans Trainspotting. Clément, Game of Thrones, Géant Mormont. Et voilà. Bravo Clément. Et oui. Lord Commander, quoi. Oui, c'est totalement ça. Ah ouais, mais alors c'est... j'aurais jamais changé de tête, mec. En même temps, il a pas changé de tête. Ouais, mais j'aurais jamais trouvé. Merci Internet. Donc là, on n'est plus dans les plans à l'intérieur de la tête de Renton, on est dans les plans vrais. C'est les proportions sont justes. Wesh, ma gueule. Ça se trouve, quand t'es défoncé, l'écossais, ça redevient un truc que tu comprends. Ça redevient un truc je normal. vous ai compris. Et partout où vos yeux peuvent se poser dans cette chambre, il y a des références à la pop culture de l'époque, et au club de football local et tout, donc tout ça est très travaillé, évidemment. N'importe quoi, du vinaigre, un truc. Ouais, c'est ça. Il redevient adolescent, là, en train de râler dans sa chambre. Exactement, ça redevient un petit enfant. Comme tout le monde, quand on rentre chez nos parents et qu'au bout de 2 jours, on commence à avoir des façons de parler qui se sont dit, mais j'ai 15 ans, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous allez voir un plan que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris comment on a fait ce plan. Ah oui. Ouais. Alors regardez, ça continue à tourner. On continue à tourner. Et il est plus là. J'ai jamais pigé comment ils ont fait ce plan. David Copperfield a bossé là-dessus, un système de trappe pour faire disparaître. Si, ils ont fait rentrer un mec dans un chiotte, donc finalement l'histoire de vie, c'est pas grand-chose. Exactement. Le célèbre... Donc là, on voit bien que Ewan McGregor est sur les couvertures. Là, il se retrouve sous les couvertures et on emprunte quelque chose à l'exorciste. C'est cette espèce de bébé qui marche au plafond de manière surréaliste. Ouais, Ali McBeal, très bonne série.
Et on a des cuts avec une télé imaginaire qui retransmet ses parents dans un jeu télévisé animé par un pote à lui. Ça fait très Requiem for a Dream, je suis en train de réaliser. Là, c'est vraiment une scène qui, oui, avec la télé, avec la mère qui est dans le jeu télé et tout. Pour le coup, Requiem for a Dream est a posteriori de Trainspotting. Donc filmé en courte focale comme ça. Exactement. Et il n'y a pas d'échappatoire, même quand on se met sous les couvertures, on tombe sur Sick Boy qui mange des cracottes. Enfin, et évidemment, c'est un bruit qui est insupportable pour lui au moment où il essaye de se sevrer. Les bruits sont distordus aussi. Toute sensation de réalité n'existe plus, quoi. Le bébé progresse. Bon, le bébé fait faux, mais c'est volontaire, hein, évidemment. Mon premier Nanuko. Ça aurait coûté trop cher de le faire faux, qu'il fasse vrai. Il y a un faux bébé comme ça dans le précédent film de Danny Boyle qui était Petit meurtre entre amis. Il y a comme ça une poupée de bébé un peu flippante. Parce que du coup, c'est son combienième film celui-là ? C'est le deuxième. C'est le deuxième long métrage pour le cinéma. Putain, pas mal quand même. Pas mal. Donc évidemment, toutes les questions qui sont posées dans cette fausse télé, dans ce faux cause télé, sont des questions en rapport avec les risques qu'il a pris. Il a vu Spud emprisonné, maintenant il voit Tommy, à qui il a vendu son premier shoot, qui est là comme un zombie, un mort-vivant, quoi. Je vois des gens qui sont morts. Oui, c'est ça. Ouais, techniquement c'est ça. Et ça, c'est une vision qui, bien sûr, va être prophétique sur son de ce qui va arriver. Un groupe des années... Ah oui, alors c'est forcément un groupe et le t-shirt a forcément été acheté en fonction, mais je ne sais pas de qui c'est, on voit pas bien, c'est vrai. Allez, Internet, je devrais savoir. Dans les commentaires, si vous savez qui est sur le t-shirt. Et la marque du train sur la... Là, on voit un drapeau des Hibs, qui est l'équipe de foot locale, par exemple. Okay. Et il a l'air super ce jeu, moi je veux l'adapter en France. Ouais. Donc là, c'est le moment où il est au comble du manque. Et voilà, le petit détail emprunté à Exorcist, le bébé qui fait un 180 avec la tête. Scène à ne pas reproduire chez vous, et comme vous voyez là, les draps sont complètement jetés partout, le lit est défait et tout, et vous allez voir que plus tard dans la scène, c'est pas raccord du tout, mais c'est volontairement pas raccord. Hop. Là, on réveille Ewan McGregor de son rêve. Il est encore un peu dedans. Et en fait, pas du tout. Salut les voilà. bases. Pipi ? Winter is coming. Là, il va encore y avoir un soupçon d'ironie dans un instant. Là, on lui fait une petite prise de sang, donc aiguille forcément, et il fait « ouch ». Et il y a ce jeu de regard de la meuf qui a l'air de lui dire « attends, tu t'es camé pendant des années, ça va quoi ». Là, on assiste à une scène de bingo typique des films sociaux britanniques. Il y a une grande tradition du bingo dans les classes populaires en Grande-Bretagne, beaucoup plus qu'en France, parce que c'est un vrai cérémonial avec des MC, des animateurs et tout. Quand même 2-3 pintes, hein. Et quelques pintes, bien sûr. On est en Angleterre, on est au Royaume-Uni, on n'est pas au Royaume-Uni. Et là, on a ce très long time-lapse arrière où tout le monde est très agité et Ewan McGregor est parfaitement immobile. Pour sublimer la solitude que ressent ce personnage et l'ennui immobile. Il va essayer de retrouver ses potes et ses potes ça va pas très bien. Là on va aller voir Tommy. C'est pas la grande forme. Tommy, comme l'indiquent les graffitis qu'on voit au mur, a chopé le sida en se piquant. Tout est allé si vite. Ah oui, pas de chance, hein. C'est celui qui était sportif, c'est celui qui était dans le rejet de tout ça. Et j'ai toujours évidemment, son t-shirt inconnu, donc si Internet vous avez une idée de qui est sur ce t-shirt, on est chaud. Vous aurez un cadeau. Donc évidemment, ironie du sort, c'est le premier qui a chopé la maladie, évidemment. Donc son appartement qu'on avait vu plus tôt, c'est plus du tout ce que c'était. Le beau poster d'Iggy Pop est une espèce de déchet qui... déchiré à moitié en train de tomber, c'est-à-dire que c'est presque organique, l'appartement reflète l'état de son corps. La décrépitude. Et le ballon est à moitié dégonflé.
Et là, Ewan McGregor, enfin Renton, va avoir une attitude de connard suprême avec son pote, alors que c'est de sa faute, à lui. Sorry. Ah bah non, moi j'y touche plus, je touche pas à ça, attention. Et vous voyez comme quand ils n'ont plus Il est vachement le point commun de l'héroïne dans leur vie, ils arrivent plus à communiquer. C'est-à-dire que le groupe de potes dont on n'arrivait pas à s'échapper au début, là, ça y est, il commence à éclater. Parce qu'on n'est plus sur les mêmes rapports. Finalement, l'héroïne était le prétexte de ce groupe d'amis. C'était ce qui les soudait, quoi. Mais de rien, mec. N'hésite Ouais, pas. de rien. Allez, cadeau, c'est pour toi. Appelle-moi. Alors à partir de maintenant, j'aime bien parce qu'il va toujours être en train de lire des trucs complètement improbables. Là, je sais pas ce qu'il lisait, mais plus tard, il va lire une biographie de Montgomery Clift. Ah oui. Je voulais juste noter que prenez cette pause quand vous frappez la prochaine fois que vous frappez à la porte de quelqu'un. Ça va d'être là, genre. Salut. Oh, pardon, j'étais au naturel dans ton couloir en train de me poser des questions. D'ailleurs, j'ai le bras hyper long parce que je suis à 3 mètres de la porte, mais j'ai réussi Je à frapper. m'étais quand jamais même. fait cette remarque, mais c'est très juste. Ça donne vraiment envie d'essayer la prochaine fois que j'ai frappé chez quelqu'un, je vais me mettre aussi comme ça, genre. Oh, excuse-moi. Nonchalant. Et c'est marrant parce qu'elle, à chaque fois qu'elle intervient, elle a beau être beaucoup plus jeune que lui, c'est elle qui C'est la mène la sagesse. danse complètement, quoi. En un sens, il y a un côté girl power à ce film, parce que Trainspotting, le 1 comme le 2, ce sont des films sur la masculinité, mais sur ce qu'elle a vraiment de pathétique, quoi. Bah ça, c'est un peu une bande de losers, de toute façon, dans le fond. Enfin, Oui, toute c'est... la bande, donc... Au moins dans le premier, ce sont des losers un peu magnifiques, Ouais. c'est-à-dire qui cultivent la loose pour être un peu grandiose. Vous vous doutez bien que dans le 2, ça va être des losers qui ont perdu toute leur superbe. Ouais. Donc voilà, attendez-vous à être très déçus, on retrouve pas des héros magnifiques dans le 2. Alors, comme tous les Britanniques qui se respectent, ils détestent Londres, et là on va avoir un portrait très rapide et très cliché de Londres. On vient de voir En des même Pearly temps. Kings, voilà, qu'on retrouve là, avec tous leurs pins, des touristes, évidemment, des bus à 2 étages, J'ai trop envie de faire une voix off là-dessus. De l'Eurodance. de l'Eurodance à la Londres. con. Londres. Ouais, c'est ça. Que C'est le vraiment une Londres, vidéo de tourisme, quoi. Le Londres des années 90 avec Des bikers. des Cultural panneaux. Des activities. panneaux des taxis, de rue famous du taxis. Monopoly, évidemment, c'est les Des rues qu'on trouve dans le Monopoly. Oxford Street. Des vieilles dames qui Des- boivent Des des... vieilles dames qui boivent du thé, et puis un portier Des dentitions charmant pourries. qu'on va Ah, voir, un portier très caricatural, Ouais. voilà, qui est avec des gants blancs et un haut de forme. Et là, Ewan McGregor s'est fait donc embaucher dans un truc de gestion d'immobilier, où il va se trouver très bien parce que c'est l'occasion de faire plein de petites magouilles et de mettre son esprit un peu vicieux au profit de quelque chose. Là, on a Andrew McDonald qui est le producteur du film, qui joue le mec d'accord. qui vient visiter l'appartement. Mais il avait Ah, 13 ans. 25 ans. Il Ouais, était tout jeune. producteur du film à 13 ans. là. Ouais, le producteur du film était tout jeune à l'époque. Ouais. Putain. Alors voilà, c'est un appartement absolument dégueulasse, mais vous allez, on y est très bien. Oui, mais si vous avez déjà fait des visites d'appartements pour acheter, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Seulement 2000 € par mois. Euh, On vous c'est- montre des trucs il va absolument faire. ignobles et on vous prenait la lune avec ça. Avec 2 ans de bulletin de salaire, s'il vous plaît. Oui, voilà, s'il vous plaît, ouais. Et voilà comment ils sont incrustés dans une carte de Londres. Et c'est vraiment l'empire de l'immobilier à Londres. Alors, Ewan McGregor, Renton, dans ce film, essaye de se sortir de sa condition là au forceps, de s'en sortir géographiquement même, puisqu'il va à Londres. Il se prend une petite piole, il a un boulot qui a rien à voir avec ce qu'il était. Et il se dit que rien ne va le rattraper, bien planqué là-bas. Évidemment, sociologiquement parlant, le passé vous rattrape toujours, quoi. Donc là, le passé vous rattrape sous forme d'une lettre, la lettre de la jeune fille qui est quand même un petit peu croque, manifestement, Ouais. et qui lui raconte des histoires de son vieux groupe d'amis laissés sur place. C'est pas très sympa. Là, il apprend que Begbie a fait une attaque à main armée, ça le surprend pas trop. C'est toujours comme Ouais, bah, c'est ce Tu qu'on peux fait pas le laisser week-end. tes potes Et 5 direct, minutes. ça sonne à la porte.
En même temps, c'est cool que tu reçois ce genre de nouvelles de tes potes. Alors, Clément est en prison, David et Gauthier, écoute, ils sont des intox, je t'ai croisé dans la rue. Et toi, j'espère que ça va, bisous. Bonne journée. Ah, oui. Et là, même pas besoin d'aller ouvrir la porte, il sait qui c'est, quoi. Et là, ça y est, c'est tout de suite Begbie qui a repris le contrôle de la situation. Il a remis son le vieux soumet t-shirt de complètement. l'époque. Il a son t-shirt de l'époque, il était défoncé. Exactement, ouais. Et là, le mec fout déjà le bordel chez lui. On a tous cet ami envahissant. Certes. Je peux rester quelques jours chez toi. Enfin, je veux dire. Et voilà, très bon symbole de comment la situation va s'encrasser complètement. Il n'y a plus de cigarettes, il jette le paquet par terre. C'est le premier paquet d'une longue série de paquets qui vont jeter par terre. Déjà, il y a les poubelles qui traînent dehors. Et ce qui est marrant, c'est que la chanson qu'on entend derrière est une chanson de Pulp, le groupe de Britpop, qui raconte exactement ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, on vit dans un appart dégueulasse, dans un quartier pourri et tout. Trainspotting est le seul film Britpop. La Britpop était le courant musical de cette époque, de la lutte entre Blur et Oasis et Pulp et tout ça. Et Trainspotting est le seul film qui a réussi à adapter ce truc-là au cinéma. Là, il peut même plus rentrer chez lui, en fait. Ouais, il est à la porte de chez lui. Il est à la porte de chez lui, il galère. Il doit donner un code, presque. Et il ronfle en plus. Ils ronflent et ils dorment tête bêche, ce qui est super agréable, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. L'horreur. La pire coloc du monde. Ça va, ouais. Et le mec enlève pas ses chaussettes, évidemment. Eh ouais. En même temps, ils étaient un peu frais, on peut pas juger, c'est Londres, des fois ça caille. Et il y a des amis qui disaient... Voilà, ça y est, on sait comment la situation s'est enquistée. Voilà, biographie de Montgomery Clift. Ouais. Tandis que l'autre, il continue à jouer au PMU, il continue à être le mec d'Édimbourg qu'il était, quoi. Ah putain. Ah putain. Il décide, c'est lui le patron, quoi. L'accent, mon gars, quoi. Fascinant. Oh là là. Achète de la vieille, de la vraie bière, ça, j'adore. C'est un bonhomme, ça, tu vois. C'est un vrai bonhomme. C'est pas un mec qui va se déshabiller devant des gonzesses dans... Ah bah tiens. Ah, tiens. Et alors là, situation improbable, Il a gagné. il a gagné, quoi. Il a gagné et ça va donner lieu à une scène qui va suivre qui est très paradoxale où on va comprendre quelque chose de très fort sur le personnage de Begbie. Quelque chose de très fort et de très touchant. Donc ils vont en boîte parce qu'ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné énorme. Ils ont dû gagner ils ont pas misé beaucoup. l'équivalent de 16 contrats, ils ont pris, 500 € ou un truc comme ça, si tu veux. Donc ils vont se payer une bonne soirée en boîte. Ewan McGregor, c'est surtout pour faire plaisir à son pote. Renton, c'est pour faire plaisir à son pote qui y va. Et là, en regardant tout le monde avec un peu de retrait, Renton, il va comprendre quelque chose sur la jeunesse qui est un peu ouf. En regardant tous ces gens se draguer, il va se dire, mais en fait, le monde change. Il n'y a plus tellement d'hommes et de femmes, ça a plus de sens, tout ça. Un jour, on sera tous les mêmes, on sera tous androgynes et il n'y aura plus de morale, il n'y aura plus rien. Et en parallèle, ce qui est en train d'arriver à Begbie, c'est qu'il a levé une nana et donc il la ramène dans sa bagnole pour se la taper. Et là, pas de bol pour lui. Salut, c'est Marcel Béliveau, surprise. Coucou. Attendez. Coucou. Alors évidemment, Begbie va avoir un sentiment de contrariété horrible parce qu'il n'a pas du tout grandi là-dedans, quoi. Il a grandi dans une société complètement hétéronormée, mais sauf qu'il s'est peut-être jamais posé la question sur lui-même, tout simplement. Alors Si ça se trouve, ça pourrait lui plaire. il est très, voire trop contrarié, et c'est là que Renton lui dit. Exactement ça. Si ça se trouve, ça aurait pu le plaire. Et là, il devient très très contrarié, il refuse ça. Et on découvre qu'il va pointer son couteau, objet phallique s'il en est, entre les jambes d'Ewan McGregor, de Renton. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être la réalité des choses, c'est que Begbie est amoureux de Renton. Ça, c'est un plan, le plan de la sonnette, c'est un plan qui est recopié à un plan de Tirer sur le pianiste de François Truffaut. Même plan.
Et donc je vais vous demander de garder en tête cette idée que peut-être Begbie est amoureux de Renton et que c'est peut-être par ça qu'il est drivé au fait complètement. Sans le spoiler un peu là. Oui, c'est parce que ça va revenir à un moment clé du film, effectivement. Juste dire que bon. Là, il mange des frites un peu phalliques aussi. Je veux dire, bon, posons-nous les bonnes questions. Alors, entre-temps, il y a Sick Boy qui débarque parce qu'il a rien de mieux à foutre. Il reste un peu de place dans la coloc, quoi. C'est-à-dire c'est une métaphore de Londres, en fait, ce truc. Mais c'est un peu une métaphore de Londres, je suis d'accord. Et c'est un peu une métaphore aussi des mouches qui viennent tourner autour de la merde qui est Renton, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même au centre de ce groupe de potes et les autres peuvent pas survivre sans lui. C'est vraiment des vampires, quoi. Ouais. Il lui pique même sa bouffe. Des vautours. Il a un côté aussi, comment il s'appelle, le mec dont tu fais Christophe Lambert dans Subway, je trouve. Ah, dans Subway, bien sûr, avec les cheveux blonds peroxydés comme ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. Du coup, on va vous offrir 5 secondes du rire de Christophe Lambert. Mais, très fort, très fort. Cadeau. Là, Sick Boy vient de piquer les frites d'Ewan McGregor et en plus de ça, il lui demande s'il veut pas vendre son passeport pour pouvoir lui piquer son passeport, le vendre à des clandestins. Premier réflexe sain de Renton, foutre son passeport sous clé, évidemment. Et il se souvient de cet appart qu'il avait fait visiter et qui était très très merdique. Et comme il aime bien les petites magouilles de l'immobilier, il va aller planquer là-dedans, comme ça, il a la paix, goodbye. Et ils ont un bel appartement avec une belle tapisserie. Ouais, exactement. C'est un meublé en plus. Vous allez jusqu'à reste, hein. Donc lui, il a pris la chambre, hein, évidemment. Un peu de ménage maintenant. Et cette idée de Jenny, évidemment, aura duré 2 jours parce que c'est un appart qu'on continue à faire visiter, évidemment. Ah putain. 300 livres par semaine, putain. Et eux, premier réflexe, agresser les gens qui viennent visiter. Et comme ça, c'est terminé le boulot. On est obligé de retourner à Édimbourg. Finalement, Londres n'a été que d'une courte durée. En plus de ça, Tommy vient de mourir. Ils sont ramenés à Édimbourg par un train de Trainspotting, évidemment. Ça, c'est la scène de l'enterrement de Tommy, qui est une scène passionnante dans le livre, parce qu'elle n'est pas du tout écrite comme on la voit. Au fait, dans le livre, on adopte le point de vue de toutes les personnes qui sont à l'enterrement, et on est dans leur tête successivement. C'est-à-dire que, évidemment, Begbie va pas se dire la même chose que Spud, va pas se dire la même chose que Renton, etc. Là, c'était lui qui était à la télé dans les images de rêve tout à l'heure, hein, bien sûr. C'est le pote Gav. Donc Danny Boyle n'a pas su comment adapter cette écriture à l'écran, parce que c'est très difficile à mettre en scène cinématographiquement. Mais en revanche, on aura juste après un plan avec un peu de mélancolie. Moi j'aime beaucoup comment Begbie se retourne, ça c'était un truc. Comme au cinéma. Il a même pas besoin de parler. Tellement bien le connard, c'est incroyable. Quoi. Il est comme au cinoche, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les gens qui parlent au cinéma, ça. Donc Tommy est mort de la toxoplasmose, cette maladie dont ont très peur les femmes enceintes quand il y a des chats. Pas manger des fruits aussi. Voilà, c'est ça. Et au fait, Tommy avait acheté un chaton pour reconquérir sa copine, qui n'en a pas voulu, donc il a continué à se shooter avec le chaton qui était là et qui donc faisait ses besoins partout chez lui. Les chats tuent. Et c'est comme ça qu'on chope la toxoplasmose, exactement. Et donc, ceci est un message du CCC. Ouais. Son côté, sa séropositivité s'est transformée en sida à cause de la toxoplasmose. Voilà. Mais le chaton allait bien, donc tout va bien. Il y a une morale dans ce film, quand même. Qui a récupéré le chaton, du coup? Je crois que dans les livres, alors je crois me souvenir que dans les livres, c'est Spud qui récupère le chaton. D'accord. Donc ils ont pensé à tout, tu vois. Et voilà, pour faire l'équivalent de ce chapitre qu'il n'a pas pu reconstituer, Danny Boyle a fait cette scène où Spud chante une comptine en silence. Essaye de chanter. Et il chante pas si mal que ça, elle est assez belle cette scène. C'est un peu Pipin dans Le Retour du Roi, tu vois. Ah, la métaphore. Et l'anneau, tu vois, ce serait la seringue en fait. Wow. Wow. Donc, comme vous avez vu, jusqu'à maintenant, ce film n'a pas vraiment de scénario, au fait. Il n'y a pas une histoire. C'est vraiment c'est une tranche de vie dans la dérive, quoi. Et à partir de ce plan, à partir de maintenant, il va y avoir un mini-scénario qui va nous guider jusqu'à la fin du film. Il reste 10 minutes, 15 minutes de film, en plus. C'est ça.
tiens. Ah bah. Est-ce que vous avez reconnu où on est là? C'est l'appart où il y avait Iggy Pop et tout, non? Ah non, c'est l'appart l'appart où... de la mère Oui, supérieure, c'est ça. du dealer qui n'est plus là, qui a disparu. Et il n'y a même pas de discours sur comment il a disparu. En vrai, il existait des scènes coupées qui expliquaient ça, mais Danny Boyle trouvait ça trop explicatif et trouvait que c'était mieux si juste il disparaissait. Au fait, on n'a pas besoin de savoir. On reconstitue nous-mêmes assez bien ce qui a pu lui arriver. Ah. J'aime beaucoup son jeu d'acteur très filou à Johnny Miller. Donc vous avez compris, là on propose un deal de drogue et c'est comme ça que va s'organiser le dernier quart d'heure du film, c'est-à-dire autour d'un deal de drogue. Comment ce deal de drogue va se passer et comment il va sceller le destin de ces 4 héros qui restent. Bah oui, t'as resté 3 mois, t'as eu le temps, ça va. Du coup, est-ce que on en parlait avant de commencer le tournage? Tu disais qu'il y a eu plein de produits dérivés autour du film. Quel genre de produits dérivés tu fais autour d'un film comme ça, en fait? Des posters avec le discours d'intro, par exemple, avec le monologue d'intro, des t-shirts avec marqué Choose Life ou des trucs comme ça. J'en ai chez moi, je les ai un peu collectionnés pendant mes études, justement. Ça m'intéressait beaucoup. Et c'est rigolo de voir un film qui est à ce point brutal contre la société de consommation devenir un truc iconique de la société de consommation. Évidemment, c'est encore la grande ironie de Trainspotting, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le premier film social britannique à s'être vendu comme un produit de société de consommation. Le monde merveilleux des producteurs, là, du coup, là-dessus. Il y a eu des trucs un peu chelous, genre des parce qu'il est aussi peut-être réalisé vraiment... Je suis pas sûr qu'il y ait des slips Trainspotting, je crois pas qu'on aille jusque-là, mais si vous vous rappelez, par exemple, parce qu'on a vécu ça, la bande originale du film reste une des bandes originales les plus vendues pour un film. Elle a été tellement vendue qu'ils ont sorti une deuxième bande originale. Il y avait la orange et la verte. La verte était la deuxième, c'était une bande originale inspirée du film. C'est-à-dire avec des morceaux qui ne sont même pas dans le film. La rechute. Juste, ça ressemble un peu, quoi. Le best-of, quoi. Alors là, c'est une rechute parce que c'est le seul de l'équipe à pouvoir être fiable pour tester la drogue. Parce que Begbie fait pas confiance à Spud et Sick Boy veut pas, parce qu'il est clean, etc. Donc Renton accepte de se repiquer une dernière fois. Sauf que, évidemment, c'est pas tout à fait une dernière fois. Ça marche pas vraiment comme ça, en fait. J'aime bien ce moment dans le bus parce que en très peu de temps, il y a des rapports entre les uns et les autres qui se définissent très vite. Donc là, il y a presque un photomaton qui est organisé dans les chiottes, c'est ça, qui fait presque la substance de l'affiche du film, si vous vous souvenez de l'affiche du film. C'est un hommage à Amélie Poulain. Presque, ouais. Donc là, on voit comment Begbie est préoccupé par Renton qui est dans les chiottes. Déjà, ça en dit beaucoup sur ce que je vous disais tout à l'heure. Qui est trop préoccupé par Renton, quoi. Parce qu'il y a le petit signe no smoking. Mais pour l'héroïne, ça va. Ça va, ça fait pas de Et fumer. c'est vrai que c'est marrant, le film ne tient aucun discours sur l'addiction au tabac. Ouais. Regardez l'échange. Donc on comprend qu'il est beaucoup trop énervé au fait contre Sick Boy, sur lequel il aime bien gueuler, mais on sait qu'il est pas énervé pour ça au fait. On sait qu'il est énervé parce que Renton n'arrive pas à lui appartenir et que Renton s'échappe avec la drogue. Et ça, dans le bouquin, ce truc-là, c'est clairement dit ou c'est arrivé Beaucoup avec moins, la suite ou beaucoup après, moins. en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment une interprétation de Danny Boyle et de Robert Carlyle qui joue le rôle. C'est de donner ce côté humour foulé à Begbie. Ok. Là, on vient de voir un clair clin d'œil aux Beatles. Les Rolling Stones, hein, voilà. Vous avez tous reconnu. Dark Side of the Moon, la pochette de l'album. C'est ça. le petit rainbow qui va avec. C'est ça. Donc on va rencontrer les dealers. Il y a un intermédiaire là, parce qu'on va rencontrer 3 personnes. Et qui sont ces 3 personnes? Il y a donc le contact intermédiaire. On les fait rentrer dans une chambre d'hôtel dans laquelle on va trouver
un personnage qui est le dealer et un autre personnage qui est plus énigmatique. Et Mr. Bean. Commandant Cousteau. Le commandant Cousteau était là. Et ça, c'est fou. Cette chambre fait très décor Mr. Bean, ou en fait. Enfin, oui, c'est la réflexion que je me suis faite en voyant le lit. Et c'est marrant, on se demande qui est ce mec qui est assis là. Est-ce que c'est un homme de main? Est-ce qu'il est là pour surveiller? Et son rôle va devenir plus clair plus tard dans la scène. Et là, on se retire aux toilettes avec ce mec-là, et c'est donc juste un testeur. C'est-à-dire que c'est juste un junkie qu'on a ramassé dans la rue, et qui va servir de testeur. C'est quand même glaçant pour ce mec qu'on n'aurait pas remarqué si je vous en avais pas un petit peu parlé, quoi. Le rôle dit à quel point la situation est vraiment C'était le pôle emploi en Écosse dans les années 90. C'est un boulot comme un autre. Alors, on a une mission pour vous, Michel. Bon, c'est une petite mission, hein. C'est une journée, c'est de l'intérim, hein, mais... Il était chez Manpower. Voilà. Là, c'est énorme parce que The Sick Boy vient de demander une clope à Begbie, et on découvre qu'il a pas de feu, et ça définit aussi très très bien son personnage, quoi. Le mec, c'est le parasite permanent, quoi. C'est bon, il est mort. Alors, c'est marrant, c'est l'anti-cliché du deal de drogue, c'est-à-dire que c'est pas du tout poisseux, ça se passe juste dans une chambre londonienne, avec un mec qui est plutôt en costard, tout le monde c'est plutôt un peu sapé, a un peu fait un effort, et la négociation va pas être violente du tout. On a l'impression que Begbie est presque contrarié que ce soit pas plus violent, quoi, un deal de drogue. Et tout de suite, il la joue très mal parce qu'il montre qu'il est content, que c'est plus qu'espéré, quoi. Il y a un côté, j'ai gagné, quoi. Et il faut être vraiment un acteur très très fin pour savoir faire toutes ces bonnes et mauvaises intentions à la fois sur un personnage, quoi. Savoir montrer ses qualités, mais aussi les moments où il est vraiment nul, quoi. Robert Carlyle qui maintenant joue dans Once Upon a Time. Tout à fait, et qu'on n'a pas vu au cinéma. Enfin, on l'a vu dans Trainspotting 2 évidemment, mais on ne l'avait pas vu en France au cinéma depuis 10 ans. Il a fait beaucoup de séries, Stargate, voilà, Once Upon a Time, 24 heures chrono. Sérieux? Il a joué dans la transition entre les deux saisons. Je crois que le dernier film que j'ai vu avec... J'arrive plus. Voilà, une scène de liesse où ça y est, on se retrouve entre potes, on a de l'argent. Si vous avez vu la chambre est hyper bizarre, parce que j'allais dire la forme de la chambre, le plan est impossible. Ouais. Donc c'est vraiment un plan pour les réunir tous dans le même cadre. Et si la chambre d'hôtel ressemble à ça, ne restez pas. Partez, c'est Shining, c'est l'hôtel Shining. En fait. Barrez-vous. On est à moins 2 étoiles. Et là, ils vont passer le dernier bon moment qu'ils vont avoir de leur vie entre copains, entre vrais potes, sans sous-entendu, sans mauvaise volonté, quoi. T'es en train de spoiler le 2 là. Vous allez voir. Très cool. L'enjeu du 2, ça va être comment on les réunit, justement, évidemment. Et on va voir au cours de cette scène, gardez en tête le truc que je vous ai dit sur les sentiments de Begbie envers Renton et la symbolique de son couteau, parce que ça va exploser dans cette scène-là de manière complètement folle. Donc c'est au tour de Begbie d'aller payer sa tournée, il se lève, il est même plutôt content de le faire, tout le monde est de très bonne volonté. L'autre va pisser, Sick Boy va pisser, donc il va y avoir un moment d'opportunité pour Spud et Renton pour chourer le sac avec le fric. Alors évidemment tout le monde plaisante là-dessus, on va se barrer et tout, mais dès que les deux se sont barrés, regardez ce qui se passe, l'argent est là. Un petit insert. On n'a pas attendu 2 secondes que tout de suite on parle de trahir ses copains. Un petit côté western finalement là. Ouais. Et Spud, qui est le seul mec sincère, il y croit pas, quoi. Il dit mais non, mais moi j'aime bien mes copains. Alors que Renton n'en a rien à foutre. Mais en même temps, il a subi les 2 autres qui lui ont niqué sa tentative de rédemption à Londres aussi. Donc, non, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui les détruit, c'est les uns les autres. C'est pas l'héroïne, c'est les uns les autres. C'est pas un film sur la drogue, c'est un film sur l'homo-société, ce que c'est que d'être entre copains. Et voilà, finalement, on a attendu trop longtemps et donc l'occasion est passée.
Putain, il y a Depardieu en plus dans le film. Caméo C'est vrai, de c'est Depardieu. vrai, caméo de Depardieu. Et donc voilà, la situation dégénère à cause de Begbie, évidemment. Donc Toujours. le bon moment n'aura pas duré. Et là, la grande scène de violence du film commence. Toutes ces bonnes pintes, merde. On ne gâche pas de l'alcool. Il est déjà en sang, le mec. Ah ouais. Oh là là. Et là, on sert du couteau et évidemment, ça blesse la mauvaise personne. Le couteau n'était pas du tout destiné à Spud. Et vous allez voir, gardez en tête comment Begbie a un peu, entre guillemets, sorti sa teub, là, et qui garde son couteau en main. Et vous allez voir comment il se rabat sur Renton tout de suite. Donc voilà, tout le monde dit non, moi, un coup de couteau, non, pas trop. Mais... J'essaie d'arrêter. Renton, viens voir par là quand j'ai sorti mon couteau. Donc il exige une cigarette de Mark Renton. Personne ne bouge tant que Renton n'est pas venu lui donner une cigarette, lui obéir. Donc là, Renton il est un peu obligé de s'exécuter, malheureusement. Évidemment, ramène-moi le pognon aussi avec Oui, tant pendant qu'à qu'on y est, faire. hein. C'est pour rouler. Voilà. Et j'aime bien la couleur en plus. Et là, vous allez voir que la mise en scène isole Renton et Begbie dans un truc un peu surréaliste où les autres n'existent plus. Et il fait 1 mètre de plus de hauteur. Begbie exige que Renton allume la cigarette lui-même et sensuel, lui quoi. mette dans la bouche. C'est pour être une scène de bisous, quoi. Presque. Et voilà comment il braque son couteau vers Renton, comme s'il avait son phallus à la main, évidemment. Et il va lui souffler la cigarette à la gueule, et vous allez entendre les premières notes de la musique iconique. Voilà, au moment où Ewan McGregor reçoit la fumée de cigarette au visage. Putain, j'avais vraiment jamais vu cette scène comme ça pour le coup, mais... Ok. Donc là, on arrive dans les toutes dernières minutes du film. Tout le monde dort. Begbie a gardé le sac contre lui, sauf Ewan McGregor, Renton, Ils qui sont dans le même lit, lui se dit par hasard. c'est le moment de décider, quoi. C'est le moment de ma vie. Et vous allez retrouver en miroir le fameux plan du miroir du début que je vous avais dit de garder en tête parce qu'on allait le retrouver à la fin. C'est qui ce morceau? C'est Underworld aussi? C'est Underworld et morceau composé pour le film. Ouais, Yes. morceau iconique, ouais, pour le coup. Ouais. Ah. Placement de produit Adidas. Tout à fait. Après les Converse, on a Adidas Allez, maintenant. ça Ouais. c'est fait. Donc Renton se dirige vers ce qui sert de salle de bain pour boire un verre d'eau. Et là, comme toujours quand on est devant le miroir, c'est un moment de doute, c'est un moment crucial, c'est un moment de prendre... Réflexivité. voilà. C'est un moment où on se réfléchit et on prend une décision. En rinçant la sangria de mauvaise qualité. Ouais. Donc ce morceau qui est composé de synthé et d'écho pendant 1 minute switch complètement au moment où la tension dramatique devient forte, c'est-à-dire que va plus y avoir que des percussions et plus du tout de synthé. Là on entend les percussions qui commencent au moment où il faut subtiliser le sac, et là plus que des percussions comme si c'était le cœur Il qui lui met la battait. main sur le sexe. C'est ça. Ouais. Donc petit suspense, se réveillera-t-il pas? Il tourne la tête, est-ce que je peux lâcher la main? Voilà, c'est bon, mission accomplie. Donc là, il a l'argent de tout le monde, il a pas sa part à lui, il a l'argent de tout le monde, il s'apprête à trahir tous ses potes d'un coup, y compris Spud qui a rien fait à personne et qui est très gentil. Hein. Il s'est coupé la main en plus, ce pauvre. Et qui s'est fait couper la main par erreur, parce que le coup de couteau était pour le coup plutôt destiné à Renton. Hein. Oui. Et du coup, le mec qui était dans les chiottes tout à l'heure pour le testeur, il... Ah bah lui, on sait pas ce qu'il est devenu. D'accord. Hein. Si ça se trouve, il a fait une overdose, si ça se trouve, il est mort. Il était complètement expendable, lui, pour le coup. Grillé, mon gars. Et voilà, donc ce dernier petit chant contre chant entre Renton et Spud, où à demi-mot ou même sans mots, on se comprend. L'un lui dit ne le fais pas, l'autre lui dit t'inquiète pas, je penserai à toi. Et là, dernier discours, encore une fois critique de la société de consommation de Renton, en voix off,
qui va être un discours qui va rappeler le premier, hein, un discours en miroir. On va encore citer tous les clichés de la société de consommation. Et cette évasion londonienne va être le dernier moment où on va voir Renton pendant donc 20 ans, jusqu'à Trainspotting 2, et on ne sait pas ce qui va se passer pour lui pendant 20 ans. Alias, les Trainspotters font du ski. Oui, exactement. Qui a bien marché d'ailleurs. Il laisse sa part. Il laisse sa part que Spud retrouvera, mais il y aura un fort accord, je vais vous montrer. Bon, Begbie, il fait ce qu'il sait faire, surtout quand il a perdu l'amour de sa vie, quoi. Ouais. Il pète une chambre d'hôtel, quoi. Est-ce que l'amour de sa vie, c'est l'argent ou c'est Renton? Le MacGuffin du film, c'est l'argent. Mais on sait tous, enfin, on a bien compris que c'était Renton, quoi. Et on a compris, grâce au plan du couloir, que c'était un hôtel de passe, au fait, parce qu'il y a que des prostituées qui... Oui, ce qui donne une idée, ce qui rassure un peu, effectivement, quand t'as leur... Voilà. Donc, doublement, si vous arrivez dans ce genre d'hôtel, non, restez pas forcément. Ça, c'est le dernier plan du film, et c'est un dernier plan qui est magnifique, parce que c'est un plan pris avec une très longue focale sur ce pont londonien, et donc... Qui rappelle 28 jours plus tard, aussi. Oui, bien sûr, oui. Et Ewan McGregor, Renton, donc la caméra est fixe, et lui va se rapprocher jusqu'à devenir flou et manger tout l'écran, c'est-à-dire faire un gros plan sur lui. Je vous conseille aussi de garder ce dernier plan de Trainspotting en tête pour voir le dernier plan de Trainspotting 2 qui est l'exact inverse, l'exact opposé. Voilà. Et donc il n'y a plus que lui, plein écran à la fin. Et on retrouve le code barre. T'as tellement bien vendu Trainspotting 2. En fait, cette vidéo était une pub sponsorisée par les producteurs. J'espère que ça vous donnera envie de le voir. J'ai carrément envie de le voir. J'ai vraiment envie de le voir. Donc Irving Welsh, voilà, sur le roman de Irving Welsh, et dernière petite pastille, les billets n'étaient pas dans le même sens tout à l'heure. Effectivement. Prends ça, Danny Boyle. Voilà, pour finir sur une note joyeuse, sur une note heureuse. C'est un peu générique quand même, Avenger n'a rien inventé. Alors pour info, ce que vous entendez comme musique là sur le générique de fin est aussi une musique composée spécialement pour le film par Damon Albarn, qui est le leader du groupe Blur, dont on a entendu une musique tout à l'heure, et donc le groupe Blur au centre vraiment de la culture Britpop dans ces années-là. C'est pourquoi ce film est le seul grand film Britpop qui existe. Mais il n'y avait pas d'Oasis dedans. Prends ça, les frères. Et non, il n'y avait pas d'Oasis. Tant mieux. Et c'est tant mieux. Et je sais que c'est volontaire. Je sais qu'il y a une anecdote autour, mais je suis désolé, je l'ai perdu. Mais enfin, Oasis, ça étant des gros cons, peut-être que du coup, ça peut jouer sur... Et qui est devenu, alors que sont-ils devenus? Vous le saurez en voyant. Non, mais c'est vrai, il y a des gens... Genre, l'actrice qui fait Diane, elle a fait quoi depuis? Alors, on la voit beaucoup dans des séries, notamment Boardwalk Empire, où elle joue un des rôles centraux de la série Boardwalk Empire. On l'a entendue dans le Pixar Rebelle, évidemment, qui se passe en Écosse, où c'est elle qui doublait. Et elle est dans un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Dans la brume électrique aussi. Elle était dans le film des frères Cohen qui s'appelait No Country for Old Men. Donc voilà, belle carrière. IMDb avec nous en direct sur le. J'aimerais être en direct, quelqu'un pose une question. Alors tu peux me dire Danny Boyle en 2002, qu'est-ce qu'il a fait? Alors oui, il était en vacances. Voyez aussi les autres films de Danny Boyle d'ailleurs qui sont quasiment évidemment. Là on a fait sur Trainspotting parce que c'est le film que je connais le mieux au monde, mais on aurait pu faire 28 jours plus tard, on en parlait tout à l'heure avant de lancer la vidéo. Ça pourrait être très très cool de se refaire ça. C'est un film dément. Quand on est destiné à aller sur YouTube, on vous propose de mettre en commentaire le film que vous aimeriez voir en podcast de Danny Boyle. Ou votre film préféré de Danny Boyle, chacun. Parce que je pense qu'on a chacun notre film préféré de Danny Boyle parmi nous. Moi c'est Sunshine. Voilà. Alors moi, évidemment je peux pas dire autre chose que Trainspotting et Trainspotting 2, mais si on met ces deux-là à part, je trouve qu'il a vraiment réussi un coup de maître avec 127 heures. Je trouve que Steve Jobs est aussi un film remarquable, mais mon cœur balance. Alors moi j'aime beaucoup Ron Sorkin aussi, donc Ron Sorkin plus Danny Boyle, bon voilà. Ça fait un beau. Et alors qu'est-ce qu'il fait alors depuis Trainspotting 2 là? Il bosse sur quoi? Alors il bosse sur une série qui s'appelle Trust, et ça a été le premier. Sur le groupe de rock. Sur Antisocial, tout ça machin. Non, il bosse sur les épisodes d'une série qui s'appelle Trust et qui raconte l'enlèvement de John Paul Getty III, qui était l'héritier de John Paul Getty dans les années 70. Inventeur de Getty Images. Voilà, très bonne vanne. Et pour vous dire simplement, je sais pas
pas si vous avez entendu parler du film Tout l'argent du monde, qui est le film de Ridley Scott qui va sortir dans 2 semaines. Là, Pas du tout. Celui où ils ont changé Kevin Spacey Ah oui, pour bah Christopher Plummer, ça raconte la même histoire et au fait c'est Ridley Scott qui, sachant que Danny Boyle faisait ce projet-là, a dit non pas du tout, moi je vais faire un film dessus et je vais le sortir avant. Ça rappelle un peu l'histoire d'Alexandre dans les années 2000. Voilà, Ouais, sympa, quoi. Jean-Louis Collard. un petit Bonne coup de ambiance. salaud. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi Bah ouais, vos Bah ouais. commentaires. Bah, Merci de m'avoir, merci à toi d'avoir été fait une espèce de puits d'information et d'analyse. Enfin, je Bah pense oui, que trop. Non, mais Non, non, c'est super cool. Je pense Mais que ce fut un réel parce que là, plaisir c'est- d'être c'est ici avec l'intrigant, vous. c'est le Oui. plus intéressant qu'on Nous ait avons fait. tout coupé de petites vannes de merde. Voilà, c'était bah, toujours parce- bien. Ah non, c'est très bien, c'est très bien. C'était, Mais non, c'était passionnant de revoir le C'est film vrai que que j'avais pas vu depuis des années. Je Ouais, pense moi, que ça faisait c'est 10 ans que j'avais pas vu le film c'est et blason, c'était tu vois, voilà, d'avoir hyper cool de autant le revoir d'infos. et de le revoir avec autant d'informations, autant de Ah, mais- trucs. Enfin, Et pour moi qui l'ai vu plus de 200 fois, c'est toujours un réel plaisir. Bah voilà. J'adore. Voilà, j'adore. c'est renouvelé à chaque fois. et puis là, c'était voilà, en plus une nouvelle expérience pour le visionnage et tout. Donc, en tout cas, bah, On se dit au revoir, merci peut-être. beaucoup Merci, Gauthier c'était d'avoir très été avec nous. Puis Merci à vous, vraiment. tu reviendras Merci à pour un tous. Danny Boyle ou pour un autre truc. Avec on grand va plaisir. juste vous rappeler la morale. La drogue, c'est mal. Oui. N'allez pas dans les chambres d'hôtel avec Robert Carlyle. Et partagez ces vidéos. Ouais, Partagez la vidéo. partagez Mettez des cette pouces vidéo bleus. en particulier. Mettez des Des pouces. pouces bleus. Et Abonnez-vous. et si vous en avez peur, et si vous en avez marre de vos potes, n'hésitez pas à leur dire merde aussi une fois de temps en Ouais, temps. voilà. C'est pas grave. C'est ça. Ou droguez-les. Allez, ça c'est tout pour moi. C'est le truc horrible quoi. Salut. Bye bye.